Radio Rec. It's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect, donc tous les jeudis à partir de 18h30 jusqu'à 20h, l'émission de politique, de débat et on va dire un petit peu d'énervement entre nos chroniqueurs. Et ce soir un sujet assez large, un sujet sur le sport en général et sur les débordements qu'on a suivis évidemment cette semaine sur le PSG, voilà, et ces casseurs qui ont évidemment dévasté le Trocadéro. Alors pour traiter le sujet avec moi ce soir, 4 de nos chroniqueurs, donc un qui n'est pas habituel mais qui était déjà venu parmi nous. Donc Rémi, tout à droite, Maxime que vous connaissez, notre spécialiste des crises économiques et de l'Europe, Walid qui est vraiment sur des sujets généraux qui traite vraiment de tout. Et bien sûr vous avez le plaisir de le voir à sa gauche, Nicolas, donc voilà la politique locale, Nicolas. Les collectivités, tu aimes ça. Donc un sujet, je l'ai dit. Attends, on va quand même dire que c'est Marc qui présente cette oui, émission. Alors oui, Hugo. oui, voilà, Hugo est là, voilà, vous le voyez dans la photo, il n'a pas pu venir. Je disais qu'Hugo avait beaucoup changé. Et voilà la voix aussi. Et bien voilà, Hugo n'a pas pu venir pour ses révisions, vous l'excuserez, il était là tout au long. Pas comme moi qui ai dû des fois être absent, mais bref, je reprends sa place, je ne peux pas le remplacer, je ne ferai que lui succéder pour une première fois. Alors un sujet assez large évidemment, le PSG, les casseurs. Alors un premier point qu'on va traiter ensemble, c'est-à-dire l'introduction au plan sportif. Alors un petit tour de table pour savoir parmi vous, des supporters, des premières réactions et que penser de la victoire tout d'abord de ce club qui, on sait très bien par les quelques turpitudes qui s'est passé et les quelques injonctions avec le Qatar, voilà, ce n'est plus un club français, on voit aussi défiler des trucs comme Qatar Saint-Germain, des trucs qui vraiment mettent en avant le fait que ce club ne soit plus français. Donc allez, on va commencer par Walid qui est là, qui est le spécialiste du sport, qui est souvent à Score Plus, voilà. Donc Walid, une première réaction sur ce plan ? Écoute, pour ainsi dire, j'étais présent lundi donc à cette remise du trophée, ce qui devait être une grande fête, donc une fête populaire avec le peuple de Paris, bien que je n'aime pas trop cette expression. Le lundi, donc c'était à 18h30, diffusé en Mandovision, avec le monde entier qui devait suivre cet événement et qui l'a suivi, et malheureusement on sait comment ça s'est terminé. Sur ce club-là, effectivement, tu disais, bon, il y a déjà pas mal de nouveautés depuis deux années maintenant. L'investissement du Qatar, tu le citais, on citait pas que dans le foot d'ailleurs, dans les banlieues, on a pu voir ça, même dans l'économie évidemment. Des sociétés oui. du CAC 40, voilà. Des sociétés de médias. Pensez aussi à toutes les maisons qu'ils ont dans Paris, qui louent là à l'année. Bon, ça c'est déjà plus. C'est de l'économie quand même. C'est de l'économie quand même, mais je dirais c'est quelque chose qu'on revoit dès que tu as un peu de moyens. Tu regardes les nationalités, la Russie, etc. Oui, non. Voilà. Bien, justement, parlons un peu de ça, des clubs qui appartiennent à des puissances étrangères ou qui sont affiliés à des propriétaires étrangers. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, j'aimerais le signaler. Il y a l'Olympique de Marseille, par exemple, dont la propriétaire actuelle est russe. J'ai jamais entendu parler d'Olympique de Russie, par exemple, alors qu'on parle de Qatar Saint-Germain. Qatar Saint-Germain, oui, c'est ça. Il y a maintenant à Monaco Riboloviev, qui est, je crois, 73e fortune mondiale, qui va acheter, je crois, pas mal de grandes stars. On a cité des noms de Falcao. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Monaco prépare une très grosse équipe pour la saison prochaine. Il y a des problèmes au niveau tu sais, notamment à Monaco, de la fiscalité, du fait qu'il n'y ait pas les 75% à partir du million d'euros, donc c'est un avantage considérable pour Monaco. Oui. Il y a tous ces éléments-là, et puis bon, voilà, il y a le Qatar, l'image du Qatar, le pays arabe. Mais c'est pas parce que justement ce sont des grosses pointures qui viennent dans ce club qui fait qu'on en parle autant. Justement, c'est ces exemples que tu prends, Monaco, l'Olympique de Marseille, c'est pas des clubs dont on parle comme des clubs étrangers. Pourquoi Paris, on fait une fixette là-dessus, c'est la question. La première chose. Déjà, il y a la question, et le premier point, c'est Paris. Paris, c'est historiquement... depuis la Révolution française, ça cristallise toutes les passions, ça cristallise les problèmes. Voilà. Qu'on a un problème en France, qu'on ne vient pas forcément de Paris, de province. Moi, j'étais
provincial à un moment donné, je venais du centre de la France. Bon bah voilà, Paris c'est le centre, c'est le pouvoir, c'est l'esprit jacobien, c'est le centralisme. C'est là où quand il y a une connerie qui est prise, bah c'est de la faute de Paris. Paris c'est l'économie, Paris c'est la puissance, puisque c'est quand même les une trois région pouvoirs. qui regroupe 9 millions et demi d'habitants, c'est quand même... Alors c'est que cette centralité qui expliquerait justement Alors, ce... il y a cette défiance, il y a le rôle historique de Paris, Paris jalousé. C'est vrai qu'il y a un peu cet esprit-là. Et puis c'est vrai que dans le club de foot du Paris Saint-Germain, ça a toujours été un club qui a été, je suis désolé de le dire, de très loin le plus haï de France. Hein. C'est un phénomène qu'on ne retrouve pas qu'en France. À l'étranger, en Italie, il y a la Juventus. En Espagne, il y a le Real. Voilà, il y a toujours un club qui est détesté dans n'importe quel championnat, mais qui est aussi, à contrario, le plus aimé. Comme en Italie, je citais l'exemple de la Juventus, c'est aussi le club le plus populaire. Là, en France, c'est pas le cas. Le club le plus populaire français, quand on regarde les chiffres, c'est à peu près 30%, c'est l'Olympique de Marseille, qui est le club numéro 1. En deuxième, on trouve le Paris Saint-Germain, même si effectivement les chiffres démontrent que c'est plus le cas. Donc il y a ce premier point de Paris détesté. Paris, à travers les investissements du Qatar, c'est une exposition mondiale, c'est de la puissance de l'argent, et on sait qu'en France, l'argent c'est problématique. Il y a toujours eu on l'a vu, il y a toujours une défiance, un problème, une suspicion à l'égard des gens qui ont réussi ou qui ont beaucoup d'argent. Donc on s'est posé des questions, je me souviens à propos de la mairie de Paris en 2007, mais d'où vient cet argent en fin de compte alors que quand on y réfléchit, il y a la nature, la provenance de ces fonds, elle est très claire, hein. C'est le gaz. Puisque le Qatar est un gros pays exportateur de gaz. Donc voilà, pour tous ces éléments-là... Il faut quand même noter que même si les investissements sont plutôt importants dans le foot, voilà, les gros joueurs qui arrivent, je crois que Beckham a pris sa retraite, j'ai vu, les gros joueurs qui reviennent, bon finalement l'Olympique de Marseille est pas trop mal dans le championnat, juste pour finir, donc au final, c'est un peu de la jalousie, au final Marseille n'est pas si loin, je crois qu'il est deuxième, je crois que je vais pas faire d'erreur. C'est ça, Paris. Marseille est deuxième du classement, il a réussi une saison plutôt, une très belle saison compte tenu des moyens, et le football a de fort et de spécial par rapport, je pense vraiment aux autres sports, que effectivement l'argent dans le sport en général, on citera d'exemples, on en débattra, l'argent au final ça te permet, pas à court terme mais à moyen et à long terme d'être devant, sauf si tu fais pas des choix sportifs aberrants. En n'étant pas trop nul, l'argent te permet d'être premier. Il y a la façon d'y parvenir, le temps que tu vas y mettre, les joueurs, la passion, etc. Mais l'argent, voilà, ça te permet d'arriver en tête. Mais le football fait qu'il y a vraiment besoin, l'esprit d'équipe est très important. C'est-à-dire mettre beaucoup d'argent, et on l'a vu l'année dernière avec Paris qui n'a pas été champion, alors qu'ils ont mis énormément d'argent et tout le monde les annonçait comme champions. Et ben voilà, ils n'ont pas été champions l'an dernier, ils le sont cette année parce qu'ils ont la plus belle équipe. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même très particulier aux aspects du football et qu'on peut mettre à contrario du handball. Le Qatar a aussi investi au Paris Saint-Germain en handball, puisqu'il a racheté le Paris Handball, il a renommé le club Paris Saint-Germain section handball, et Paris a été champion de la première année, et en écrasant tout le monde. Là, pour ainsi dire, au handball, il n'y a pas de concurrence du tout. Enfin, c'est quand même dommage que ces débordements, justement, on reviendra peut-être un peu sur... On va essayer de faire peut-être une petite sociologie, on ne sait pas encore vraiment qui est la nature, on a des tweets qui font réagir. Alors peut-être, pour continuer sur cette lancée footballistique, et voilà l'argent qui est là, les investissements, le club qui fait arriver au final des débordements, et Maxime, tiens, pour changer, voilà des débordements du foot. Alors, est-ce qu'on est encore vraiment dans de ce siècle de décadence que tu vilipendes tant que ça, et voilà, est-ce que l'argent finalement ne fait pas des misères même dans les clubs de football, quoi? Je sais pas, je trouve que déjà ce qui s'est passé au Trocadéro, là, les émeutes, c'est déjà une conséquence de conséquences. Enfin, c'est qu'un des petits symptômes et dont les mots, à mon avis, sont plutôt dans une forme de dégénérescence qui touche différents domaines. Ça peut être la politique, ça peut être la sphère financière, économique, et on voit qu'on retrouve un peu les mêmes mots au niveau du sport. Et c'est-à-dire que le sport, je trouve, est gangréné un peu trop par le mensonge et la trahison. Quand on voit même le comportement de certains joueurs, quand on voit le comportement de certains cadres aussi de certains clubs, on voit qu'effectivement c'est l'argent maintenant qui est le moteur principal. Et dès lors que justement c'est les lois du profit, les lois de l'argent qui pénètrent un domaine, voilà, c'est le début de son déclin.
Et ça se traduit in fine par voilà, une forme de violence comme on a vu. Moi personnellement, je suis pas supporter d'un club quoi. J'avoue franchement que je m'en désintéresse Ouais, un pas peu. très, pas très football. Non mais enfin, j'aime bien le sport. Enfin, je veux dire dans le sens la performance, si tu veux, sportive, l'esprit d'équipe, tout ça. Comme dans le fond, j'aime aussi beaucoup la politique, mais simplement, je m'intéresse pas vraiment aux journaux enfin aux journaux des masses médias. Bah, je m'intéresse pas non plus aux clubs. Et je préfère voir le sport en fait ailleurs, où il n'a pas encore été vidé vraiment de son sens. Donc d'un côté, je peux être assez admiratif de certains sportifs parce qu'il y a encore certaines valeurs qu'ils incarnent, c'est-à-dire le travail, le dévouement, et puis voilà le sens du sacrifice même parfois. Et donc je me dis au final, il fait un truc que je sais pas faire, donc j'ai une forme de respect. Mais quand je vois je sais pas moi, l'équipe de France de football, ou même on parle un peu du handball, quand il y avait eu l'histoire des paris, où ils avaient, à travers leurs femmes, misé en plus sur leur propre perte, quoi. Ça rappelle un peu les traders là, qui avaient misé sur la faillite de leur propre pays, ou Armstrong qui ment comme un arracheur de dents, comme Cahuzac. En fait, on voit que c'est les mêmes ressorts, quoi. Alors qu'on est dans des domaines différents, on voit bien qu'il y a un dénominateur commun, et c'est là où je trouve qu'il y a une crise globale, ouais. Donc le sport, je m'en désintéresse comme je me désintéresse de la classe politique. Et c'est pas pour autant que je m'intéresse pas à la politique ou au sport, c'est qu'à mon avis, ce qu'on nous montre, c'est pas du sport, comme c'est pas de la politique. Et donc je préfère voir ça ailleurs. Et puis je trouve aussi d'ailleurs que le sport aujourd'hui prend une place beaucoup trop importante dans le monde des médias. C'est à mon avis beaucoup utilisé pour justement un peu endormir. Ça, c'est très vrai. Tu remarques quand même que, enfin, il y a toujours un événement exceptionnel en cours. Enfin, il y a toujours un truc, quoi. Certes, c'est pour endormir, mais c'est le aussi foot, l'aspect économique, ça rapporte du fric. Voilà. Ouais, On mais voit les combats pour les chaînes de Canal, etc. Pas que pour ça, pour la Formule 1, pour le foot, etc. On peut se demander, voilà, l'économie finalement est un peu partout. Alors, ouais, mais je pense pas que c'est ça de l'économie soit. aussi. Ouais, mais je veux dire, c'est. Bon, déjà, Est-ce que c'est que caché quelque chose qui pourrait Non, mais je veux déranger dire, si c'était si efficace que ça, à ce moment-là, l'économie fonctionnerait bien, quoi. Je pense que le but, c'est pas de faire de l'argent. Bon, il y en a effectivement dans l'eau qui peuvent s'enrichir, mais c'est exactement comme quand Dassault ou Rothschild rachètent les journaux. C'est pas pour faire de l'argent. C'est bien pour une histoire de contrôle, de pouvoir. Et là, je pense que c'est un petit peu la même chose. Avec la qualité, on ferait beaucoup plus d'argent et on ferait beaucoup plus de croissance en réalité. Là, non, on a une forme de médiocrité. Ouais. D'accord, donc si on comprend bien, le sport loué est dévasté selon ce que tu penses. On va faire le petit nouveau entre guillemets. Voilà, Rémi, peut-être quelque chose à dire là-dessus, sur le sport en général, sur ce qui vient d'être dit. Et puis plus largement, voilà, est-ce que tu es supporter? Est-ce que voilà, qu'est-ce que t'inspire ces événements du Trocadéro? Malheureusement, je vais pas parler énormément sur le sujet du foot parce que je suis pas un grand supporter. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Maxime juste avant pour ce qui est du contrôle, pour ce qui est de superviser les consciences un peu, quoi. Ouais, mais je pourrais pas apporter des données nouvelles par rapport à ça. Peut-être que je prendrai la parole plus tard. D'accord, on reviendra peut-être sur les débats, les idées des débordements, etc. Nicolas, peut-être un petit mot. Je suis pas sûr que tu sois un fan de foot non plus. Voilà. Ah, quoique. Peut-être le Croissy-Beaubourg FC, peut-être, on sait pas. Non, vas-y, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et question plus large, est-ce qu'on aurait pu faire cet événement dans un lieu fermé où les casseurs ne risquaient pas de s'immiscer? Par exemple, peut-être on reviendra sur Walid, peut-être qu'il connaît mieux la question. Mais vas-y, nous t'écoutons. J'étais à Niort pendant les vacances, mais bon, Niort est plutôt en queue de L2 actuellement, de Ligue 2 et risque de descendre en national. Donc bon, je leur souhaite du courage, mais bon. Non, oui, j'ai suivi il y a des saisons, il y a 4-5 saisons, j'ai suivi un petit peu à l'époque où Lyon gagnait. C'est peut-être même plus ancien. À l'époque où Lyon gagnait, ouais, je suivais quelques matchs de championnat et je suivais un petit peu les coupes, les coupes qui s'organisaient, un peu l'équipe de France. Et c'est vrai que bon, je m'y suis désintéressé, mais pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que bon, j'ai jamais été trop non plus dedans et qu'en plus j'ai d'autres activités à côté. Mais c'est vrai que bon, je regardais France 3. Alors, honte à moi, je sais, Maxime, mais non, c'est d'un point de vue sociologique, c'est intéressant de regarder aussi pour voir ce qu'on veut qu'on croit parfois. Donc, citons TV Lobotomie peut-être. Hein.
Ouais, mais là, ça serait pas trop le. Non, tes lobotomies, ce serait plus le domaine scientifique, les effets de la télé sur le cerveau. Pour citer un ouvrage que tu avais déjà cité, là, justement. Ouais, voilà, il y en a plein. Michel Desmurger, si je me trompe pas. Voilà, donc on vient, excuse-moi, Nico, on t'a coupé. Ouais, donc je regardais France 3 et puis c'est la pauvre journaliste en pleine intervention qui est là, dit oh là là, ça commence à être compliqué, on s'arrache. Voilà, bon. Non, c'est vrai que du coup, bon, moi je suis pas supporter d'un club en particulier. D'ailleurs, je suis pas supporter d'un club dans. À la limite, les seuls clubs que j'arrive à supporter, enfin les seules équipes que j'arrive à supporter sont les équipes nationales. Voilà, l'équipe de France, oui, je supporte quand il y a une compétition, je suis derrière l'équipe de France. Bon, parce que j'ai été élevé là-dedans, on va dire. Mais pas directement, je supporte aucun club, que ce soit en football ou dans un autre. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain m'a toujours plus ou moins rebuté par les aspects qui sont entretenus autour de lui. Donc voilà, c'est-à-dire précise. Tout simplement. Donc, ça serait l'aspect médiatique qui t'aurait gâché l'amour de ce club. Parce qu'effectivement, l'aspect fric, l'aspect déjà des footballeurs. Comme l'a dit Walid, c'est pas le seul non plus, rappelons-le. Mais attention, je dis bien parce non, mais que là ça met un point d'importance, c'est-à-dire que voilà, l'image que relaient les médias n'est pas forcément celle qui est en vérité. Depuis tout petit, je baigne dans le fait que voilà, mes parents me disent oh ouais, t'as vu le PSG, machin et tout. Et pourquoi d'après toi ils font ça? Est-ce que tu as des éléments? C'est tout simplement. C'est du déterminisme social, on peut pas non plus revenir là-dessus. Voilà. Non, mais soyons clairs, je pense que. Pourquoi le PSG en particulier? Parce que nous sommes en Île-de-France, que mes parents regardent France 3 Île-de-France et que l'actualité d'un club qu'on nous donne, c'est celle du PSG. On serait à Marseille, ce serait la même chose pour Marseille. Non, mais quand tu es à Marseille, tu es supporter de Marseille. Pas tous les Marseillais. L'énorme majorité. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. L'inverse n'est pas vrai en Île-de-France. Déjà parce que l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y en a qui osent même sortir avec le maillot de Marseille à Paris. Fait le truc Paris Saint-Germain à Marseille. Il y avait une vidéo qui était sortie. Même si ça change. Même si ça change, on voit que l'animosité est quand même assez forte. Le PSG reste un club récent. On se rappelle qu'il y avait les Red Stars auparavant, qu'il y a eu d'autres clubs, voilà, et que le Paris Saint-Germain en tant que club est récent. Après, je connais pas la sociologie de ce club. C'est vrai qu'on y a assimilé les groupes dits ultra qui effectivement avaient tendance à bousculer un peu ce genre de choses. Tout ce qui est hooligans, etc. Voilà, on emploie le terme dans les autres pays. Je ne sais pas s'il est propre à la France, si on peut l'employer. Moi non plus, on demandera à Walid après. Je ne sais pas. Mais voilà, des groupes. Clairement, dans les médias, on parle des banlieues françaises, alors qu'on sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Oui, on sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Maintenant, je sais qu'il y avait un peu la question de que penser de la victoire de ce club. Personnellement, donc je le supporte pas. Je ne le supporte pas dans le sens, je ne suis pas supporter du club, même si je le supporte pas forcément non plus spécialement quoi. Après, c'est vrai que l'intervention du Qatar. En bon français, fait un peu peur. Hein. On se dit, oh là là, il y a les Qataris qui arrivent. Vous voyez, ils ont leur fric, ils vont racheter la France, etc. C'est quand même l'arbre qui cache la forêt, parce que sur un club de foot, si on prend à l'échelle, Maxime pourrait nous en dire plusieurs mots. Et il a été effectivement dit clairement, Monaco actuellement, avec les histoires de je ne sais plus qui a le club là. Les Russes, voilà, les Russes, Marseille, etc. Marseille, voilà. Mais le problème, c'est que moi, je suis contre ça de façon générale. C'est-à-dire que déjà, je suis contre le fait qu'on ait un marché mondial des footballeurs avec toutes ces dérives que l'on connaît. Je suis contre le fait qu'on ait... Ça marche pour le football. T'es contre la mondialisation du football, entre guillemets. Oui, mais comme un bon politique, je dirais, non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. C'est quand même ça. C'est du sophisme, pas vu. C'est pas moi, pas vu. Les choses au cas par cas. Je suis pour qu'il s'organise des compétitions internationales de football, comme la Coupe du Monde, d'ailleurs, qui réunit les équipes nationales. Hein. J'aurais plus de difficultés sur le fait qu'aujourd'hui les clubs ont des centres de formation, ils forment des locaux, ils forment aussi des personnes qui ne sont pas de la région par exemple, mais les clubs français par exemple vont former, à Niort ils vont former des Niortais ou des gens de la région, puis quelques-uns d'autres. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a cette image qui est, finalement, voilà, qui aura le plus d'argent pour acheter les meilleurs joueurs. Alors il y a effectivement un choix technique, même sur le terrain après, on voit que des fois avec les meilleurs joueurs, on ne réussit pas à faire ce qu'il y a de mieux, mais on a un choix technique qui est très important, l'entraîneur et les joueurs ont évidemment un rôle à jouer sur le terrain et durant la saison, mais il n'empêche qu'il y a aussi cette question de l'argent qui permet de recruter les meilleurs techniciens,
tacticiens, les meilleurs joueurs. Et puis, il y a le fait qu'on importe des joueurs, que ce soit, attention, hein, que ce soit de l'étranger ou du pays même. Je ne suis pas en train de faire du nationalisme. Hein. Je suis vraiment en train de dire que c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit Paris Saint-Germain? Franchement, combien il y a de Parisiens dans ce club? Peut-être oui, dans l'effectif total avec ceux qui jouent en CFA et compagnie. C'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt. Dans les autres clubs, c'est la même chose. Saint-Etienne aujourd'hui, qui est un réel Stéphanois? Hein, le gardien de Saint-Etienne vient d'autre part. Puis le gardien de Paris vient de Sardaigne. Donc c'est ces marchés-là qui font que c'est bien beau. Hein, les clubs ont des noms. D'ailleurs, les clubs ont aussi les marques. On parlait du Qatar pour le PSG, mais c'est vrai que les clubs ont tous une marque sur leur ventre là, qui est française ou non, qui est régionale ou non. Il y en a qui sont plus ou moins régionaux, mais d'autres moins. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette question-là, et forcément, hein, qu'est-ce que Maxime aime le dire, et c'est vrai que c'est pas faux. Tout ce mondialisme, tout cet argent. Tout ça fait qu'il y a des débordements. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le Trocadéro, mais comme la question était plus générale, non mais soyons clairs, mais c'est vrai que tout ça me rebute un petit peu parfois du PSG et d'autres clubs, mais c'est vrai que moi je suis dans un contexte du PSG parce que c'est le club le plus proche de chez moi en termes, dans les meilleurs, et voilà. Après, quitte à savoir, la question qui se pose maintenant, c'est que tu es contre ça, mais est-ce que ce sont ces événements-là et ces achats de clubs, etc., qui peuvent expliquer les casses? Non, mais justement, moi je pense, mon opinion, c'est que la réponse est non. Moi, on n'a pas encore la sociologie vraiment réelle des casseurs. On sait qu'il y en a pour à peu près 1 million, même 1,5 million de casses, je crois, dans les places qui ont concernées. Mais ce que tu dis justement, c'est la question. En fait, le foot serait vraiment une espèce qui révélerait la mondialisation en somme, puisqu'on aurait vraiment cette idée de richesse, et au final derrière c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque on amène à ces trucs là. Et juste pour revenir et pour continuer ce que tu dis, après je vais continuer sur toi puis Walid, c'est surtout la question de se dire le foot maintenant, Maxime disait que ça faisait un peu rêver, que l'idée de se battre pour une équipe, pour les couleurs, peut-être que c'est moins vrai maintenant, mais les stades sont complètement fermés. Je crois que les matchs Paris-Marseille maintenant sont je crois qu'il n'y a que Paris qui peut y aller. À une époque, c'était ça. Ça a changé cette année. Des couloirs sont interdits maintenant. Quand il y avait les matchs comme ça, on est vraiment dans un système totalement sécuritaire. Ce qui est encore une image de la mondialisation. Mais bon, c'est un cache-misère en fait, si tu veux. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a certainement des milliers de supporters du Paris Saint-Germain, quoi qu'on est dans la ville capitale, ou peut-être qu'on a 1 million, je sais pas, je connais pas du tout les chiffres, des milliers en tout cas, des centaines de milliers sans doute, millions, de fans, de supporters, des gens qui viennent plus ou moins régulièrement au stade, d'autres qui les suivent à la télé, les matchs, et voilà. Bon, après, comme partout d'ailleurs, ça a été soulevé par certains, parce que alors là effectivement les médias nous ont offert une panoplie d'informations sur alors vraies ou fausses, et encore c'est pas forcément vrai ou faux, c'est des questions d'interprétation, de est-ce que c'est plus ou moins, et ce genre de choses. Il a été dit qu'effectivement ce n'est pas le supporter avec ses 2 mômes qui est venu casser du flic sur le Trocadéro. Il semblerait que ce soit plus des casseurs de manière générale, voire des ultras frustrés de ne plus pouvoir aller au parc. Ils étaient plus ou moins nombreux selon les sources. Voilà. Et de manière générale, les casseurs étaient plus ou moins nombreux. Hein, comme les forces de l'ordre étaient plus ou moins nombreuses, il y a eu différentes versions. C'est pareil, il fallait quand même se déplacer sur les Champs-Élysées alors qu'on était au Trocadéro, parce que ça commençait à poser des problèmes sur les Champs-Élysées. Bon, il y a une gestion qui doit se faire, hein, je sais pas. Justement, plus tard, si on doit traiter ou non justement la gestion par exemple. Revenons-en après. Après, je voudrais écouter Walid si tu as juste un mot pour terminer. Non, mais je voulais dire qu'effectivement, le comportement n'est pas forcément celui des supporters. Maintenant, il est lié à une manifestation du Paris Saint-Germain où beaucoup de gens étaient regroupés sur la même place à Paris. Comme les manifestations du mariage, j'allais citer l'exemple justement, ont débordé. Les autres remises de trophées partout en France, voire les remises de médailles peuvent très bien déborder, mais on n'en parle peut-être pas parce qu'il y a l'euphorie de dire regardez nos médaillés olympiques ou regardez nos champions d'Europe en natation, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certainement des débordements plus ou moins importants un peu partout. C'est un peu là général. Effectivement, c'est vrai. Je pense qu'en conférence de rédaction le matin, on s'est dit écoutez, aujourd'hui il y a la remise du trophée du PSG. Il y a quelques années, ça a bardé, ça a été le bordel. On va voir si ça fonctionne cette année. Manque de bol, il y a eu un petit peu de débordement, tout de suite focus, etc. Bon, donc ça c'est sûr. Maintenant, l'attitude, donc qui n'est pas celle des supporters. Mais puisque tu me posais une question sur est-ce que c'est lié au Qatar, rappelons quand même que l'encadrement du PSG n'a pas été exemplaire ces derniers temps. Et ça a aussi mis la lumière sur le club. Walid n'est pas d'accord peut-être ?
Alors, je termine juste la phrase. Vite parce que on va essayer d'interroger tout le monde quand même. On a vu cette image où le directeur sportif du club bouscule un arbitre suite à une décision. C'est plutôt commun chez tous les clubs de foot. Oui, non. Alors, a priori, ça c'est inacceptable. Mais moi, je me souviens quand je regardais un peu le foot, tout ce qui était Lazio de Rome, ça. Oui, non, mais ça, c'est sur le terrain. Mais ça, c'est ce qui est passé en dehors du vestiaire. Enfin, qui s'est passé justement dans les couloirs de vestiaire. Ça, c'est inacceptable. Le geste de Leonardo, il sera lourdement sanctionné là-dessus. Après, ce qui se passe sur le terrain... On peut craindre une émission ou pas? Non, je pense pas. Je pense... De toute façon, en gros, il va être condamné à quoi? Une amende et puis interdit de fréquenter les vestiaires d'arbitre et le banc de touche. C'est-à-dire, c'est pas vraiment quelque chose qui est très pénalisant en soi. Oui, pour un directeur sportif. Voilà, il peut très bien continuer son travail sans accéder à ça. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, la première question qu'il a soulevée, sur l'encadrement par exemple. L'encadrement du Paris Saint-Germain qui serait pas à top. Alors, moi, ça me fait rire parce que, en gros, ça voudrait dire que Leonardo a déconné ou les joueurs ont déconné sur le terrain parce qu'ils ont été accusés d'en recevoir beaucoup de cartons rouges, d'avoir un comportement violent. Et ça, si je comprends bien la logique, ça donnerait une liaison directe où il y aurait un lien direct avec la casse. C'est-à-dire les gamins qui jettent des pierres qui cassent les bus, ils voient ça sur le terrain et eux vont décider de casser. Non, j'ai essayé de séparer les deux. Ça a été un peu confus parce qu'on était pressé par le temps. Non, je disais que pour répondre à la question de Marc, effectivement, ils n'ont pas été exemplaires. Mais des gens ont essayé de véhiculer dans les médias. Ont essayé de véhiculer cette idée. Voilà, Paris Saint-Germain, c'est un club c'est le Qatar. Alors on reviendra sur le Qatar. Donc c'est de toute façon un club voyou, c'est le club détesté. Donc forcément il y a de la casse. On a tous dit un peu sur cette table plein de choses. Il y a énormément de choses. Mais déjà sur le football et sur le sport en général, pour reprendre ce qu'avait dit Maxime. Moi j'aimerais, je m'en cache pas, je suis un fan de football. J'adore le football, j'adore le sport en général, mais j'adore encore plus le football. Si vous le voulez bien, je serai un peu dans cette émission un peu l'avocat du football. C'est vrai que le football, premièrement, c'est quand même de très loin le sport le plus populaire au monde, le plus de pratiquants, le plus de supporters, celui qui génère le plus d'argent. C'est pas pour rien non plus. Il y a des raisons profondes. C'est un sport qui permet un sport éminemment populaire qui est pratiqué partout dans le monde. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup justement qu'il est devenu populaire. Il y a un effet d'entraînement. De toute façon, on en parle beaucoup parce qu'il est populaire, parce qu'il est pratiqué depuis très longtemps. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Il y a un lobby derrière, sans doute. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais pourquoi il y a de l'argent? Parce que dès qu'on est petit, on a pratiqué ce sport, contrairement à d'autres sports que j'aime beaucoup, par exemple comme le handball. Il y a besoin de rien. Un football, vous prenez 4 manteaux, ça vous fait des buts. Les règles ne sont pas très compliquées. Il y a besoin d'un ballon. Enfin bref. C'est vrai que c'est plus facile de jouer au pied, excuse-moi de te couper, que de jouer au handball où il faut faire rebondir la balle. Même le tennis qui nécessite des raquettes des fois. On peut tous s'identifier aux footballeurs et se dire on est aux footballeurs, on prend du plaisir. Normalement, le sport le plus populaire devrait être la course à pied. Oui, d'accord, mais là on est tout seul, donc c'est plutôt l'idée de groupe, il y a l'esprit d'équipe. Ça, c'est le premier point. Il y a quand même plein de bonnes choses à prendre dans le football, que ce soit le football amateur, le football professionnel. Alors tu disais, Maxime, t'intéressais au football, c'est vrai, pas au football de la télé. Moi aussi, je regarde plein de matchs en amateur, des matchs de jeunes surtout. Ça me plaît. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont quand même formidables dans le football, et je vais en citer quelques-unes. Il y a ce fait, c'est vrai, on dit, il y a un déterminisme social selon l'argent. Quand on est dans la vie, on est dans une bonne famille, on a plus de chances de faire des bonnes études, de réussir socialement. Oui, c'est les capitaux de Bourdieu, quoi, capital culturel, économique, social, etc. Au football, ça n'est absolument pas le cas. S'il y a bien un métier qui est juste, et c'est vrai qu'on a énormément critiqué, on s'est moqué des footballeurs, des millionnaires, des mecs, je cite exactement ce qui est dit dans les médias, hein, je répète mot pour mot, je caricature même pas, des mecs qui tapent dans un ballon et qui sont millionnaires. Mais ces gens-là ne sont pas nés dans une bonne famille. Pourquoi ils ont réussi? Parce que ils avaient premièrement le talent, et surtout ils ont travaillé. Il est impossible au football de réussir sans talent et sans travail. Ça n'existe pas quelqu'un qui est arrivé footballeur, qui gagne des millions, qui joue dans un grand club sans être un bon joueur. Mais tu considères pas qu'ils sont surpayés quand même?
Non, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais de toute façon, comme le dit Walid, justement, il n'y a pas besoin d'études. Puis, il n'y a pas besoin de. Il faut toujours travailler, mais je veux dire, au profit de quoi? C'est-à-dire que ce qui est mis dans les médias, c'est voilà, ces gens-là n'ont pas fait d'études, ils arrivent à taper dans un ballon pour des millions. Ah oui, voilà. C'est surtout ça, la vulgate voilà, ça serait tombé quoi. Sur cette personne-là, c'est divin, voilà. Quelqu'un aurait décidé que voilà, il serait millionnaire. Alors que non, pour être football professionnel, footballeur professionnel, ça se décide. Il faut les centres de formation. Très tôt, c'est difficile. Tu es coupé de ta famille dès l'âge de 13-14 ans, puisque la préformation débute à cet âge-là. Tu consens beaucoup de sacrifices. Et au final, très peu réussissent vraiment à gagner des millions. La plupart vont jouer en CFA, en championnat de France amateur. Tu sais à peu près les salaires pour les CFA, etc. ou pas? Alors en CFA, donc c'est des statuts un peu particuliers, des contrats un peu particuliers qui sont pas professionnels. C'est-à-dire en général, les joueurs soit n'ont pas d'activité à côté, donc ça peut être 1500, 2000 euros avec des primes de match. C'est-à-dire c'est en fonction du nombre de matchs, du nombre de buts. Enfin, ça dépend des contrats, mais il y a des contrats fédéraux. Les joueurs n'ont pas de contrat professionnel. C'est-à-dire ce ne sont pas leur métier. Ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent pas autant. Ils peuvent avoir un autre métier, comme on voit des fois dans les matchs de Stade de Coupe de France, où on voit un boulanger, etc. En CFA, déjà, on gagne pas des millions, c'est-à-dire on peut s'en sortir avec un peu plus que le SMIC, et souvent les mairies des villes donnent des postes. Allez, je vais pas dire des postes bidons, mais c'est pas des emplois fictifs. Les gens travaillent pour de vrai, mais disons facilite un peu la quête d'emploi. Il y a beaucoup d'éducateurs sportifs qui jouent en CFA, de gens qui sont voilà, éducateurs dans la rue, etc. C'est une forme de gestion intelligente et humaine, à taille humaine, je veux dire. Tout à fait, voilà. C'est logique. Quand on arrive en national, là encore, c'est un statut un peu particulier, un peu plus professionnel tout de même. On est dans des salaires qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros par mois. En Ligue 2, la moyenne, je crois, c'est autour de 15 000 euros mensuels. Ouais, donc en fait, ceux dont on parle sont minoritaires par rapport à ceux qui jouent au football. C'est ça qu'il faut mettre surtout en avant, quoi. C'est sûr, mais ne serait-ce que déjà gagner 15 000 euros par mois 15 000 euros par mois en Ligue 2. C'est déjà, pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est très confortable. C'est déjà plus. Voilà, Maxime, tu donnerais plus vers justement cette logique-là, voilà, de ce football à des salaires un peu plus modérés, où vraiment, je pense que là, on peut l'amour du ballon. C'est souvent ça chez les supporters. Les salaires que l'on pointe. Moi, ce qui me gêne au niveau des salaires, c'est pas tellement les gens qui gagnent énormément d'argent. Alors peut-être que je vais en choquer, mais les gens qui gagnent des millions, je vais citer des noms, les Cristiano Ronaldo, les Léo Messi, les Zlatan Ibrahimovic, les Thiago Silva, etc. Ceux-là. Déjà 2 exemples dans le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas anodin déjà. Oui, j'en cite d'autres, les Franck Ribéry, les Samir Nasri, tous ces gens-là qui sait sont pourquoi ils millionnaires. gagnent autant, on le sait très bien. Il y a à peu près, voilà, ils gagnent énormément parce qu'ils rapportent énormément à leur club. Ils rapportent les maillots, les signatures, etc. C'est surtout qu'ils sont sur un marché. Si leur club ne leur donne pas, enfin, il y a un véritable marché comme les enchères. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est au club qui donnera le plus. C'est logique. C'est pour ça que c'est aussi cher, comme les patrons. Je voudrais bien entendre Maxime et Rémi qui n'ont pas beaucoup parlé. Juste, tu peux terminer sur cette question-là, Walid, assez rapidement. Sur le football qui est un peu attaqué, et j'aimerais dire que voilà. Le football est pointé en France. La France n'est pas un pays de football, il faut bien le dire. La France, c'est un pays on peut le dire, de rugby cinéma, ou pas de rugby, évidemment. Le rugby, c'est voilà. En France, on a plein de sports. On a le football, on a le rugby qui est le deuxième sport en France. On a le tennis, etc. Pas mal. Le judo, le badminton en on est amateur. Très multisport parce que le football en France, on a une culture du sport scolaire qui démarre à la jeunesse. On peut pratiquer plein de sortes de sports différents, alors que quand on compare à l'étranger, en Europe notamment, le sport numéro 1, mais de très loin, où on a vraiment des radios, des médias, où ça a une dimension tout autre, en Espagne, en Italie, en Portugal, tous nos voisins, vraiment absolument tous nos voisins, c'est quand même le football est de très loin. C'est-à-dire le football écrase absolument tous les autres sports en Europe. En France, c'est quand même 80%. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, je dis que en France, ça n'écrase pas les autres sports, ça laisse à peu près 20% des revenus
de la diffusion télé, de Ouais, ce c'est genre de surtout choses. ça, ouais. Voilà. Ouais, Mais je c'est vais quand pas même redire. considérable. Le football, c'est Donc considérable. c'est considérable. Maxime, juste pour réagir un petit peu, voilà, Ouais, tout pour ce, répondre tout un ce peu monopole et remettre un footballistique. peu une couche. Enfin, du coup, je vais peut-être me réexpliquer un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Et juste, ouais, si tu peux expliquer juste un premier point justement sur voilà, le traitement qui aurait éventuellement pu être fait par la police et ton avis sur ces Ouais. casseurs. Voilà. Ouais, Juste ouais, après, ouais, d'accord. si tu peux Dans un conclure deuxième là-dessus, temps, dans un je te deuxième relancerai temps. Sur le après. football, ouais. D'accord. Mais déjà sur le football, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup d'estime pour le sport de manière générale, pour les valeurs qu'il incarne, tu vois. Sauf que je j'ai pas l'impression que la machine footballistique qu'il y a aujourd'hui incarne vraiment ces valeurs-là. Ah, mais oui. Ça me dérange dès qu'on parle. C'est en gros le sport, ça me convient, mais dès qu'on commence à parler avec des termes, en gros d'entreprise du CAC 40, ça commence à me gonfler. Quand on dit un joueur rapporte, quand on dit rachat de joueurs, quand on voit les maillots ou des sponsors, c'est-à-dire qu'un mec qui joue avec un ballon, il a un talent, il est doué, mais il y a, je sais pas moi, Nike, truc. Enfin, je vois pas trop. J'ai l'impression en fait qu'il sert de pancarte publicitaire. Tout à Et fait. donc là, il est dans la négation de son humanité, il vend son âme. Voilà, pour moi, ce sont des sportifs, ok, qui ont un talent, mais sur le plan de l'éthique, ont vendu leur âme. C'est pour ça que ça me donne pas envie, effectivement, de mettre le nez là-dedans. Les clubs sont gérés à peu près de la même manière qu'une entreprise, on cherche le profit. Complètement comme une entreprise. Et donc voilà, moi c'est tout ça quand on dit on importe un joueur, on voit même que les joueurs eux-mêmes maintenant, il n'y a plus vraiment d'enracinement où on va défendre un club parce que on est ancré, on est attaché à un certain territoire ou peut-être voire même à une culture ou quelque chose. Non, en fait les joueurs vont globalement au plus offrant. Et ce qui en fait des mercenaires. Voilà, c'est ce côté Mercenaires. Mais nous sommes tous comme des dans une mercenaires. guerre où finalement, peu importe la cause, je vais au plus offrant. Le pire étant effectivement le prêt de joueurs. Je veux dire, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain prête 6 à 7 joueurs, je crois, à un autre club. Il prête. Voilà. Et donc aussi, moi je pense, contrairement un peu à ce qui a été dit, c'est que je pense que justement, on va remonter un peu sur les casseurs et tout. Moi je pense que c'est une conséquence logique. Je trouve que c'est normal. En fait, effectivement, dès lors qu'on vide quelque chose qui peut être sain de son essence, de son éthique, on a un désordre. Voilà. Et là, on a l'extension de ce désordre qui va jusque dans la rue et des supporters qui, à leur tour, c'est un peu comme un arbre, un tronc avec les branches. Voilà, là on arrive vraiment aux dernières branches. C'était gangréné au départ, et puis là ça s'étend. Moi je le vois un petit peu comme ça. Et Ce qui est un petit peu étrange, voilà, Paris Saint-Germain vainqueur, et là en fait on comprend pas bien la corrélation entre la casse, il y en la a victoire. aucune. C'est ça. Donc là, ça remet bien en cause. Est-ce que vraiment ce sont des supporters de football? Est-ce que s'ils supportent moi j'aimerais bien entendre. Est-ce qu'ils sont venus là pourquoi ils ont fait ça? En fait, on comprend pas la logique. Non, mais même sans voir ça, enfin, Je même te sans donne la voir les parole casseurs après, de manière générale, oui. moi je suis toujours. Alors je vais être un peu méprisant, mais c'est quand je vois les supporters, enfin, dans les images, même quand ils sont contents, ils ont gagné, je peux comprendre la joie et tout, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un effet de foule, un peu du bétail où on meugle, ouais, machin, on dit des trucs, on comprend rien. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop ça. Voilà, je trouve qu'il y a une espèce de concentration de médiocrité à un endroit. Bon, je comprends leur joie, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Ouais. Donc voilà, sans voir même la casse, déjà ça pour moi c'est une forme de dégénérescence, quoi. C'est vrai que moi j'étais à la finale de la Coupe de la Ligue dans un bar à Paris, donc c'est une expérience personnelle que j'ai menée en me retrouvant dans ce bar stéphanois le soir de la finale de la Coupe de la Ligue où Saint-Etienne a gagné. Il y a Quand on voit ça de l'extérieur, il y a 2-3 airs, tu sais, qu'on va chanter un peu en boucle, machin, on dit un truc super content, puis on finit tous à sauter comme ça. Enfin, Ouais, c'est un sport qui unit finalement. Oui, il y a ce côté effervescence, machin, c'est le côté populaire que tu décrivais et tout, que je trouve ça effectivement. En plus, il y a des sports un peu du riche, un peu des sports du pauvre, et le football, comme tu disais Walid, bon voilà, t'as un ballon, tu disais 4 manteaux, machin, c'est bon, c'est pas comme le golf, quoi, où t'as besoin d'avoir un super grand espace avec. Marquis habillé en golfeur. Mis à part ce que tu dis, au final, on comprend bien que les logiques qui font vendre, ce sont des logiques mercantiles, voilà. Mais c'est une logique libertaire. Mais ce qui, la au final, mondialisation. ce qui est bizarre, c'est que tu mets en avant le fait justement qu'il y a quand même l'idée d'unification, mais qu'en haut, il y a quand même cette idée d'économie. Mais au final, Oui, l'économie induirait une unification et une culture populaire. Moi, je pense qu'au départ. Alors, la mondialisation n'a fait qu'accélérer un peu le processus pour moi. Au départ, c'est une idéologie que je dirais un peu libertaire, où effectivement on va décomplexer par rapport à l'argent. Moi, j'ai vraiment une figure un peu emblématique qui est Bernard Tapie, quoi. Enfin, le personnage incarne très bien ça, tu vois. C'est je fais du fric, j'achète une entreprise qui est en train de faire faillite, je la rachète à 1 euro, je fais style que je vais la redresser et tout, mais en fait, je licencie tout le monde et je la revends plus cher. C'est cette espèce d'idéologie effectivement de la spéculation. Qui est parti d'en haut, qui a passé un peu tous les domaines et qui se retrouve aujourd'hui dans le foot à travers tout ce que j'ai décrit et qui, est plus, hein. in fine,
De quoi? Il est plus dans le football, Bernard Tapie, mais c'est vrai que c'est. Non, pour rappeler, c'était l'ancien propriétaire de l'Olympique de Et Marseille. c'est lui qui a créé alors l'opposition, je crois, j'avais lu à peu près, c'est lui qui a accentué Alors oui, c'est très bien. Si entre vous voulez Paris en parler, d'ailleurs, et Marseille, on voilà, en parlera, rapidement. mais c'est tellement énorme, tellement vaste comme sujet que on se dit, ouais, c'est que le football, c'est un tout petit. Mais c'est absolument énorme. Et j'aimerais juste signaler comme ça que Bernard Tapie a terminé en prison. Pour avoir truqué un match. Juste Oui, comme oui, ça, mais parce qu'il y a une justice à un moment donné. Oui, mais pour autant, je veux dire, Bernard Tapie n'est qu'un symptôme. La maladie n'est pas enrayée. Je veux dire, c'est comme, mais on c'est a quand même tout un très tas d'hommes particulier, politiques qui se font triche. emprisonner et qu'on retrouve. Regarde, Cahuzac, j'ai vu aujourd'hui que ça y est, il veut se Bernard représenter. Tapie, par exemple, il n'est plus jamais revenu. C'est-à-dire le football, contrairement à la politique, n'admet plus, une fois qu'on a triché, c'est très compliqué de revenir en tant que dirigeant, puisqu'on sera toujours pointé comme un tricheur. Et il y a des clubs qui ont triché, comme la Juventus, et qui ont toujours cette image un peu sulfureuse. Mais en tout cas, ils sont remplacés pas par des gens qui sont forcément, qui ont peut-être eu le mérite de pas se faire choper finalement. Mais moi, c'est ça que je vois. C'est le constat que je fais, c'est que c'est pas mieux, quoi. Que finalement, on a encore des tapis qui existent. Après, moi, je pense sincèrement que tout ce que tu pointes là est vrai. Alors bon, il y a certaines choses, on en reparlera sur l'incident en particulier. Moi, je serais curieux de savoir, vu que toi, tu étais là-bas. Ouais. Mais je vais juste apporter une réponse vite, parce que comme ça, on pourrait parler sur ces événements-là. Sur le football en général. Moi j'aimerais dire que quand même c'est vrai qu'il y a cet aspect mondialiste, etc., mais il y a quand même des choses qui démontrent que le football a quand même certaines règles, une certaine éthique. D'abord, le football est à l'image de la société. C'est vrai qu'il y a des actes parfois un peu violents sur le terrain. Il y a des riches qui courent et qui jouent au ballon, des pauvres qui sont dans les tribunes. Exactement, il y a des pauvres dans les tribunes. Les gens qui étaient riches au début et qui couraient derrière un ballon étaient souvent très pauvres. Et l'origine sociale des footballeurs, on le verra, c'est très largement les classes populaires. Il y a quand même une idée d'équipe nationale, je suis désolé. Le football, on pointe souvent le football du doigt, mais il y a quand même une certaine éthique dans le football. À savoir, par exemple, que quand on a une nationalité dans le football, on choisit un pays où on est choisi par le pays, c'est-à-dire qu'on est sélectionné. Une fois que c'est fait, on ne peut plus changer de sélection. C'est-à-dire, on a par exemple, on a deux nationalités. Moi, je prends mon cas. Moi, j'ai deux nationalités. J'ai une nationalité française et une nationalité marocaine. Si j'ai été choisi par une des deux équipes et que voilà, je suis sélectionné par cette équipe-là, je ne peux plus revenir en arrière et repartir dans un camp. Donc il y a toujours l'idée de défendre son pays, de défendre sa nationalité. Dans les lois, dans les règles, mais pas dans le concret. Ça me fait vraiment penser au débat qu'on avait la semaine dernière par rapport à la République et tout. Où on disait finalement... quelles sont les règles, et je disais mais finalement peu importe les règles puisque ce sont les hommes qui portent la chose. Ces règles-là, elles sont quand même appliquées, elles sont... Regarde l'équipe de France au moment de la dernière Coupe du Monde, alors on peut faire toutes les règles qu'on veut, on voit bien qu'il y avait une absence de cohésion, la cohésion d'équipe, la solidarité d'équipe ne se décrète pas par des règles. Tout à fait. Donc on voit bien, et moi c'est ça qui m'intéresse, les règles, pour moi tout ça c'est l'emballage. C'est l'emballage. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est un fait, on peut pas revenir dessus, on joue pour un pays. Demain, si j'ai envie de jouer pour l'Italie, c'est impossible. J'ai une nationalité, je ne peux pas revenir là-dessus. Donc il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes. Il y a d'autres choses. On dit le football est totalement mondialisé. J'aimerais dire que c'est pas totalement le cas. Et il y a certaines choses, il faut le savoir, jusqu'en 1996, vous n'aviez pas le droit d'avoir, je crois, au-delà de 4 joueurs étrangers. C'est-à-dire 4 joueurs qui n'étaient pas de la nationalité de ce club. Le 1996, c'est un tournant majeur du foot. On est entré dans une nouvelle ère du football qui est le football moderne pour le coup, et dont je trouve personnellement qu'il y a pas mal de dérives dont je n'apprécie pas. C'est vrai que moi je suis un amateur de football depuis très longtemps, et j'ai aimé ce football parce que j'ai commencé à le regarder très très jeune, et qu'il y avait des joueurs auxquels on s'identifie. Aujourd'hui il y a plein de dérives. Je disais 1996, l'arrêt Bosman, qui est donc un arrêt. Bosman, c'est le nom de ce joueur, de ce joueur belge qui avait demandé, je crois, qui avait demandé, je crois, à jouer dans une autre équipe. Et il y avait une histoire de quota, comme je vous le signalais, on ne pouvait pas avoir plus de 4 internationaux dans une équipe.
en Europe en tout cas. Je vais te dire, enfin, juste coup pour ça, c'est à mon avis, justement, quand on en arrive à devoir édicter des règles, c'est que ça y est, c'est foutu. Normalement, ça devrait être alors là, c'est dans une société totalement idyllique. Non, parce que dans ce cas-là, on fait pas de règles qui interdisent le meurtre, parce que voilà, normalement, si c'est bien censé. Non, mais on voit bien que plus on fait des règles justement qui vont dans ce sens-là. Cette règle-là, elle est valable avant. Plus le football est libéralisé, plus le football a besoin de lois, Mais justement, cette règle n'existe plus. C'est en 1996, au nom du droit communautaire et de la libre circulation des personnes, toutes les personnes qui sont en Europe, c'est-à-dire vous pouvez avoir autant d'Européens que vous le souhaitez maintenant dans un club. On peut avoir autant d'Italiens que l'on veut. Il y a toujours une règle, par exemple, pour les joueurs qui ne sont pas hors Europe et hors zone Cotonou. Alors Cotonou, c'est quoi? C'est un autre accord international qui permet aux joueurs africains de pouvoir jouer en Europe sans limite. Là encore, on peut avoir autant de joueurs européens et africains qu'on le souhaite. D'accord. Mais on voit bien que finalement, malgré ces règles-là, ça n'arrange pas concrètement dans le. Il y a quand même des limites. C'est-à-dire que tu peux pas avoir autant de Brésiliens que tu veux dans une équipe. Tu es quand même limité. Oui, mais regarde, par exemple, en France, on va dire voilà, on avait que des Français dans l'équipe de France. Pour autant, on voit bien que c'est pas une condition nécessaire pour qu'il y ait justement pour que cette cohésion et cette solidarité d'équipe existe. C'est ça qui fait la force du football. À travers la loi, c'est ça qui fait la force du football. Il suffit pas de mettre une équipe réussie voilà, finalement ou ne réussit pas. Ne réussit pas. Voilà, peut-être que si toi demain tu fais le choix, et c'est peut-être un peu une limite du Paris Saint-Germain, d'avoir que des joueurs européens, que des joueurs français, ou favoriser la formation, etc. Ils communiqueront mieux, ils parleront français, ils parleront la même langue, donc ça sera plus facile de mettre en place une tactique. Tout ça se voit, et c'est pour ça que le football a de ça de formidable, que tous tes choix se répercutent sur le terrain. Tu décides de faire une équipe internationale, il faudra plus de temps pour que ça se mette en place, pour que les joueurs apprennent à communiquer entre eux, à jouer ensemble, tout simplement. Donc voilà, le football est vraiment un reflet de l'ambiance qu'on met, des décisions sportives, de l'argent. Il n'y a pas d'injustice dans le football. Enfin, il y a des injustices évidemment, mais tôt ou tard, à long terme, il y a toujours le retour du réel. Il y a le retour, voilà, exactement. Je vais vous couper sur ce point. Peut-être Rémi, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc moi, je voulais vous interroger maintenant, parce que le temps passe vite, malheureusement, sur les questions d'organisation. L'organisation de cet événement. Donc on sait que ça s'est passé au Trocadéro. Walid, tu vas nous raconter justement ton expérience là-dedans. Donc première question, fallait-il prévoir les débordements? Fallait-il mettre un service de police plus large? Et pourquoi pas un stade fermé pour fêter l'événement? Mais bon, l'idée du foot aussi, comme on le précise, c'est d'être proche du public aussi. Donc voilà. Donc Nicolas, tu commences et puis après on tournera sur la table. Ouais, moi c'est vrai que moi j'étais dès le soir même, tiens, ils vont célébrer la victoire du PSG, mais je me dis mais le championnat il est pas fini. Il n'est pas fini, il reste encore plusieurs journées à l'avant la fin, le PSG est mathématiquement gagnant, donc ça c'était bien avant les débordements. Il faut bien séparer l'aspect sportif qu'on vient d'évoquer, bien sûr en parlant parfois de ce qui s'est passé au Trocadéro, mais voilà, on a parlé du PSG de manière générale, et les débordements qui se sont passés. Voilà, nous dira sûrement, je pense, si j'ai bien compris, que les supporters du PSG y sont pour rien, que les footballeurs du PSG n'y sont pour rien et que les Qataris n'y sont pour rien. Bon, on sépare bien les deux événements. On fait une émission sur le PSG, mais il y a différentes choses à différentes dimensions. Donc moi je me suis dit, j'en discutais avec mon père, avec mon frère. On se disait, mais qu'est-ce que le championnat n'est pas fini, on remet le trophée. D'accord, donc le Tour de France l'année prochaine, si mathématiquement le mec il est à peu près sûr et tout, non. si c'est un contre-la-montre, bon allez on va. Non mais je sais bien, je fais une grosse. Mais voilà, tiens, on va lui mettre le trophée. C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que mathématiquement oui, mais il y a quand même un règlement. On en parlait, tiens, du règlement. Le PSG, on a parlé quand Leonardo a bousculé l'arbitre qui risquait de faire perdre des points au PSG. Si le PSG risque encore d'avoir un comportement, on ne sait pas, bizarre, déviant, on va dire. Voilà, déviant. Pourquoi est-ce que, rien n'empêche qu'ils perdent des points et qu'un autre club les rattrape. Donc mathématiquement déjà ça c'est fou. Est-ce que ces levées de trophées avant la fin du championnat, ça existe dans le handball? Ça existe dans absolument tous les sports. Oui, mais déjà c'est pas normal. Dès que c'est fait. Là c'est une logique plus globale déjà. Alors c'est pas valable au Tour de France parce qu'au Tour de France peut y avoir un abandon. Oui, tu vois. Bien sûr. Donc il n'y a pas de mathématiques ou une chute, un abandon. Mais je viens de le dire, c'est possible dans les autres sports. Il peut y avoir un problème. Dès qu'il y a un championnat, dès que tu as le PSG est devenu intouchable depuis ce week-end. Voilà, et que mathématiquement tu ne peux pas être revenu sur le score hors évidemment
Tu vois, ces procédures, on retirerait des points. Alors, combien même, admettons, on retire des points au PSG, ce qui est impossible, parce que tu peux pas retirer des points pour l'acte d'une seule personne, c'est totalement stupide. Non, mais ça veut dire que jusqu'à la fin du championnat, on considère que maintenant, il est devenu intouchable, quoi bien qu'il sûr, arrive. Bien sûr, bien sûr. Bah, il est champion de France. Enfin, moi, je vois pas où est le problème. C'est une logique totalement comptable. Là, je veux dire, c'est des chiffres. Ou alors, tu remets en cause des chiffres. Si Paris, à 2 journées de la fin, a 7 points d'avance, comment veux-tu que Marseille revienne derrière? Sachant qu'un match gagné, c'est 3 points. 3 points, voilà, c'est des mathématiques, je veux dire. Donc, voilà. Non, mais ça, on est d'accord, mathématiquement pour le moment. Mais si on leur retire des points pour une raison X ou Y qui est prévue par le règlement, ça veut dire que maintenant. Pas. Bah oui, mais c'est bien ça le problème. Ça veut dire que. Bon, alors. Ok, très bien. Alors, admettons-le. C'est-à-dire que l'acte d'un individu, l'individu pourrait agir sur tout le groupe. Non, ça semble un peu. L'acte du buteur. Oui, mais je suis sûr que tu dis l'acte d'équipe, mais l'acte d'équipe, je suis sûr que les joueurs n'ont pas mis. Voilà, n'ont pas dit à Leonardo que c'est super bien ce qu'il a fait. Non, mais bien sûr. L'essentiel, c'est d'accord qu'ils vont pas faire exprès de faire des conneries maintenant qu'ils savent qu'ils sont champions. Mais je disais, c'est quand même pas normal de mettre le trophée. Mais c'était juste une introduction parce que c'est pas la question que tu m'as posée. Donc on retire des points dans le football pour quelle raison? Pour tricherie. C'est ainsi un match qui a été arrangé. On peut annuler des titres. Alors si Paris a acheté un match, par exemple, acheté l'arbitre ou je sais pas quoi, on lui retirera le titre. Et ça, c'est déjà vu. On lui a remis le titre. Je donne un exemple. Le championnat de France de 1993 de l'Olympique de Marseille. Il y a tricherie, c'était Bernard Tapie qui était à l'époque. Tricherie a été avérée, c'est l'affaire au MVA. Donc tricherie a été avérée. Des joueurs de l'autre équipe de Valenciennes ont été payés pour laisser un peu filer la rencontre. Suite à ça, le titre de 1993 n'a pas été attribué, alors que normalement par ailleurs il devrait revenir au deuxième. Enfin ça c'est une autre histoire. C'est une histoire très intéressante d'ailleurs au sujet du Paris Saint-Germain. Le titre n'a pas été attribué, c'est-à-dire on a annulé le titre de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, Marseille a soulevé la coupe, ils ont fêté, ils ont été dans la ville. Ça n'est pas un problème. On peut revenir. Exemple plus récent, la Juventus qui triche en 2005 et en 2006. À un moment donné, voilà, il y a une justice et on se rend compte qu'il y a tricherie. Évidemment, des équipes ont triché, des joueurs ont triché, on s'en est pas rendu compte. Ça, c'est les limites du système. Là où je voulais en venir en revanche, donc pour faire un parallèle entre cette petite anecdote de mettre le trophée où je me dis, moi, avant ces débordements, tiens, c'est bizarre, c'est quand même que, du coup, oui, non, mais soyons clairs, depuis une semaine, on imaginait que Paris pouvait être champion. Le week-end d'avant, il pouvait mathématiquement l'être. S'il battait Monaco. Voilà, il y avait des histoires de calcul. C'était Lyon, ça pour moi. Je suis vraiment nul. On n'est pas sur une Ils ont battu Lyon et la semaine d'avant, c'était Valenciennes. C'est d'accord. Mais du coup, donc voilà. Mais le problème, c'est que le match a lieu le dimanche soir, je crois. Tout à fait. Le lundi soir, moins de 24 heures après, on est sur le Trocadéro en train de faire la fête. Ouais, mais t'inquiète pas que ça a été préparé très en amont. Je sais bien que ça a été préparé en amont. Sauf que ce côté du jour pour le lendemain, qui aurait pu se passer une semaine avant, mais voilà, c'est-à-dire que la date n'est pas fixée, réellement. Si on prévoit la fin du championnat, on sait quand se termine le championnat. Et on sait qu'il va y avoir une manifestation. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, ce premier point est super important pour l'idée des casseurs. C'est-à-dire que c'était peut-être pas prémédité. Il y a peut-être eu on ne sait pas vraiment si c'était prémédité ou c'était un effet de foule. Justement, ça permet de nuancer ce problème. Je te laisse continuer juste pour discuter. Donc voilà, bon, ça c'était ma petite transition entre les deux parties. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur les événements, un événement du jour pour le lendemain. Donc ensuite, les événements. Donc fallait-il prévoir les débordements? Ils ont sans doute été prévus. On a certainement prévu un dispositif de sécurité. Il n'y a pas 800 policiers, je crois. C'est le chiffre qui a été à peu près donné pour rien. Maintenant, effectivement, c'est la police, c'est les chiffres de la police, donc forcément, c'est comme dans une manifestation. Non, mais voilà, juste une petite parenthèse au début de la journée. Une toute petite parenthèse, le chiffre qui était donné, c'était 500 policiers. Ensuite, il y a eu la casse, on a parlé de 800 policiers. Donc c'est comme une manifestation. C'est les paroles directes de la préfecture. Qui est capable de se rendre compte que c'est 800 policiers, sauf les gens qui étaient sur place, bien sûr, et encore, ils savent pas. Moi, je sais pas si on avait 500 ou 1000 ou 10 000. Je rapporte simplement les paroles de la préfecture. En début de journée, quand ça se passe un peu mal, mais pas trop non plus, c'est 500 policiers. À 23h, conférence de presse du préfet de police. Ah, mais non, on a tout prévu, il y avait 800 policiers. On a gagné 300 policiers comme donc ça. Voilà, c'est l'aspect sécuritaire qui n'a pas été mis en avant, finalement. On ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Parce qu'en fait, le chiffre de 500 traduit quelque chose, dire que le foot en somme et les réunions sportives ne font pas peur. Et au final, on se dit, mince, peut-être qu'on il y a la question prévoir. aussi des mots. Je ne sais pas s'ils ont parlé de 800 policiers ou de 800 personnes chargées de faire respecter la sécurité. Il y a une nuance de mots. Par exemple, nous avions sur place les stadiers, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est le PSG, ça c'est autre chose. Non mais
Après, tout est dans les mots qu'on emploie. C'est-à-dire que les stadiers étaient là pour faire respecter auprès des joueurs, voilà, étaient devant l'estrade pour faire un cordon de sécurité. Un cordon de sécurité. Ce qu'on a vu, alors les images peuvent nous mentir, on le sait très bien, mais ce qu'on a vu en revanche, c'est que les rues adjacentes et même le Trocadéro en lui-même n'étaient pas sécurisés sur le plan des travaux. On avait des travaux. Alors, bon, ça, on pouvait pas le prévoir. Les casseurs ont pris des tourniquets dans le métro pour aller castagner ensuite. Mais il y a eu aussi des casseurs qui ont pris des barres de fer parce qu'il y avait des barrières qui étaient prépositionnées dans une rue adjacente parce qu'il y avait des travaux. Il y a ceux qui sont montés sur l'échafaudage. C'est peut-être ça. Alors je sais pas, ça peut-être que Walid va pouvoir nous en dire plus. Mais c'est ça qui a peut-être créé un petit peu aussi. Voilà, il y en a qui sont montés avec leur drapeau pour dire qu'ils avaient été chassés du Parc des Princes, etc. Ce sont les ultras avec l'ère précédente où on a viré effectivement une partie du public suite à des événements malheureux et voilà, une suite de choses. On se rappelle qu'il y a quelques années en finale de la Coupe de la Ligue, il y avait cette histoire Consanguin et compagnie là sur les banderoles. Bon, c'était pas rien, autant de la violence verbale que physique. Donc du coup, bon, il y a eu cette agitation qui est montée petit à petit, la pression qui est montée, comme dans tout rassemblement dès qu'on fait monter la pression, hein. Mais là, effectivement, des gens qui sont montés sur les échafauds, on entendait le speaker dire aux gens de descendre parce que c'était très dangereux, parce que le truc risquait de tomber sur la foule. Donc là, on a eu des incidents de gens qui ont cassé, etc. et qui ont posé problème. On aurait pu avoir un tout autre type d'incident et d'avoir un accident pour le coup, c'est-à-dire le truc qui serait tombé. Donc bon, c'est pas arrivé, mais voilà, ça aurait pu se passer. Donc voilà, un problème au niveau des travaux, peut-être un problème au niveau de la police, on ne sait pas, les chiffres sont voilà, hein, les chiffres c'est les policiers qui les ont et c'est le pouvoir, donc on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont communiqués et la communication était assez difficile là-dessus. Le préfet a beaucoup été montré du doigt, on a demandé sa démission, voilà, bon c'est très compliqué. Je pense que bon, le préfet peut-être, maintenant qu'on demande la démission du ministre de l'Intérieur, là on est dans des... Voilà, je veux dire, le ministre de l'Intérieur, bon, on s'en fout qu'il démissionne, je veux dire, il est là pour impulser une politique. Moi j'aurais aimé qu'il se casse, moi. Oui, non, mais enfin bon. Et donc du coup, voilà, la dernière question, et après je passe la parole à mes camarades quand même, les pauvres, mais la dernière question que tu me posais, c'était de savoir si on le faisait dans un lieu fermé ou ouvert. On a parlé beaucoup. Public ou privé? Non, mais tout de suite, c'est très facile. Il y a eu des problèmes. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Il y a eu des problèmes, donc on trouve les solutions. Il n'y aurait pas eu de problème, hein, on s'en foutait. Ouais, donc bon, le PSG a voulu organiser, voire la mairie de Paris, je sais pas, ou le préfet, a voulu organiser ça sur le Trocadéro plutôt que les Champs-Élysées. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on dit a posteriori. Devant la belle Tour Eiffel, c'est normal, c'est le logo du club. Donc je veux dire, moi, j'ai trouvé ça très joli. Avant qu'il y ait les débordements, j'ai trouvé ça très joli que ça soit sur le Trocadéro. Je savais pas. Bon, je voyais cet échafaudage sur le côté. Symbole, je me disais, c'est quand même bizarre. Tu parles d'un symbole, va bien falloir cadrer la photo pour éviter d'avoir les travaux à côté, mais enfin bon. Non, mais le lieu en lui-même. Le lieu en lui-même est symbolique et voilà, j'ai rien à redire. Franchement, personnellement, j'ai rien à redire. Maintenant, je suis pas adjoint à la sécurité ou je ne sais quoi. C'est vrai que les policiers ont tout de suite bondi en disant mais oui, mais nous on connaît le stade. Franchement, c'était prévisible les débordements. On aurait pu agir dans le stade, donc le Parc des Princes. Ça aurait été beaucoup plus simple. Moi, je dis juste que effectivement, ça aurait été plus compliqué. C'était moins populaire, quoi. Enfin, populaire. Je veux dire, entrer dans un stade, c'est pas comme aller sur le Trocadéro. C'est pas la même ouverture. Alors c'est peut-être ça qui leur a porté préjudice finalement. C'est peut-être les coûts aussi. Dire, si ça se passe sur le stade, c'est le club qui doit payer, Walid, ou pas s'il y a des cas. Oui, enfin ça t'inquiète pas que le club va devoir si tu payer veux, quelque chose. Il y a un bail. Le stade, c'est. Il est pas. Est-ce que le club risque de payer quelque chose? Non, parce qu'il n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Enfin, pourquoi le club... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il a cité les responsabilités, la police, il y a la LFP qui est organisateur. Voilà. Mais à aucun moment, on a cité le Paris Saint-Germain. Et pourtant, moi, je regarde les articles un peu à gauche, à droite. On cite PSG, 2 points, 3 casseurs, casseurs mis en garde à vue, casseurs en comparution immédiate. Voilà. Pourquoi le PSG est associé à ces casseurs-là? Et oui, comme dit Walid, c'est vrai qu'on peut très bien être supporter du PSG et casseur. On n'est pas supporter-casseur. Enfin, ce que je veux dire par là, ce qui va être dommage, c'est que la haine du PSG va être accentuée, parce qu'on voit des fois, enfin, pour ceux qui n'en sont pas les supporters, accentuée au final au profit d'une cause qui n'est même pas... C'est-à-dire qu'on peut être... on en parle, regarde le PSG... Il est déjà détesté, de toute façon... Mais là, ça va l'accentuer alors que c'est même pas le club qui en est responsable. Oui, voilà. Mais un vrai supporter du PSG ne va pas se détourner du PSG parce qu'il s'est passé ça. Tout à fait, ça aussi, c'est très vrai. Mais de toute façon... Ils sont dans le même état d'esprit. Je crois que l'erreur du Qatar,
c'était de croire qu'avec une très belle équipe, avec énormément d'investissements, en ramenant des stars, en ramenant Beckham, tu sais, un mec qui a quand même une image très positive dans le monde entier. Et ben, avec tout ça, avec Paris, avec la Tour Eiffel, avec la vie à la française, tu vois, toute cette imagerie, Paris finalement aurait pu inverser son image et gagner une image positive auprès de la population française. Parce que le problème, il est quand même très français. Ailleurs, Paris n'a pas une image négative. C'est vraiment très français. L'erreur, elle est là pour moi. Parce que quoi qu'il fasse, c'est le Qatar. Paris, à travers son histoire, à travers ce que j'ai pu dire en première partie, Paris aura toujours une mauvaise image. Et encore plus le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'était la première intervention que tu en faisais. C'était les ultras, les hooligans, le fric. Alors, on ne sait pas pourquoi le fric. Le Paris Saint-Germain a de l'argent, ça fait 2 ans. Avant ça, c'était pas le club le plus friqué. Au contraire, ils ont souffert à un moment donné de relégation, de moyens. Voilà, il y a eu une période où c'était quand même un peu dur. Très compliqué. Maintenant, c'est associé, ça m'a fait assez rire. C'est associé aux banlieues françaises. C'est-à-dire, en gros, c'est les mecs qui arrivent avec leur capuche, la racaille, les mecs en dessous de les cités, les Noirs, les Arabes, etc. C'est assez marrant qu'on ait cette image, parce que je me souviens qu'il n'y a pas encore très longtemps, Paris, c'était le club des fascistes. C'était le club des gens qui avaient le bras tendu, qui avaient une idéologie extrémiste, nationaliste, etc. Cette frange-là au Parc des Princes, avant le plan Le Proux, qui est quelque chose de clé dans ce problème d'ultra, avant le plan Le Proux, effectivement, il y avait cette population. C'est-à-dire, c'était à peu près 200 spectateurs au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est quand même 45 000 personnes. On a fait un plan sécuritaire. Le plan qui est dit le plan Le Proux, du nom de l'ancien président du Paris Saint-Germain, enfin celui qui était avant l'actuel. Suite à ce, il y a eu, je crois, à peu près, il y a eu 2 morts à l'époque, ce qui n'est pas rien. On est bien d'accord, 2 morts dans un stade, c'est tragique. D'ailleurs, j'ai commis une petite erreur, c'était pas dans le stade, c'était à l'extérieur du stade, et c'est quand même une grosse nuance. Mais il y a eu effectivement 2 morts sur une période de 10 années, donc on a dit, écoutez, puisqu'il y a des morts comme ça, il y a à peu près 13 000 supporters. Alors moi, ce que j'appelle des supporters actifs, ou des ultras, on les appelle ultras. Alors je sais pas comment très bien définir ce terme d'ultra. Ultra, c'est les mecs qui vont chanter, qui vont mettre de l'ambiance dans un stade. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là. À un moment donné, j'étais abonné au Parc des Princes. J'ai mis l'ambiance. Souvent, ce qu'on entend sur les ultras, c'est voilà, les fanatiques du club et malheureusement. Non, mais justement, fanatique, je le reprends dans ce qu'on dit dans les médias. Fanatique, voilà, le terme ultra n'est pas dénué de tout sens. Justement, le terme ultra renvoie directement à ces déviants, quand il y a un match qui est perdu, on se souvient des affrontements entre Marseille et Paris. Bon, c'est peut-être un cas à part parce que c'est une rencontre qui, voilà, c'est comme le classico. Je sais pas s'il y a des violences, je sais pas du tout, mais c'est comme ces règles-là. Donc le terme ultra déjà est extrêmement déjà connoté, je trouve. Oui, moi déjà honnêtement c'est un terme qui ne me plaît pas d'ultra. Pourquoi pas fan tout court? Voilà, enfin il y a le fan. Supporter. Alors si tu veux la sociologie du stade et par exemple du Paris Saint-Germain, c'est très intéressant d'étudier la sociologie des stades. Enfin moi ça me passionne personnellement. Tu as 4 tribunes au Paris Saint-Germain. Tu as la tribune Auteuil, tu as la tribune Paris, tu as la tribune Boulogne et tu as la tribune présidentielle. Et quelle est la différence entre les 4? Ah ben voilà. Alors, on a un public qui est totalement différent dans ces 4 tribunes-là et qui fait que le Paris Saint-Germain est vraiment un club, je pense, hors du commun, en tout cas en France et même, je pense, en Europe. Premièrement, le Paris Saint-Germain, c'est le seul club pour à peu près une région de 9 millions d'habitants en première division. Et ça, c'est unique en Europe. À excepter peut-être Berlin, mais c'est quand même Berlin et quand même la région de Berlin, c'est quand même plus petit que Paris. À Madrid, il y a 2 clubs. Il y en a même 3 si on en compte la capitale. À Barcelone, il y a 2 clubs. À Rome, il y en a 2. À Turin, il y en a 2. À Milan, il y en a 2. À Londres, il y en a 9. Rendez-vous compte. Ouais. La patrie du football. Oui, à Londres, il y a 8, plus je crois 2 autres. Enfin bref, voilà. Paris, c'est un seul club pour des gens qui sont très différents et qui ont des valeurs différentes, qui ont une tradition de football différente. Je vais te citer 4 tribunes. Tu as la tribune Auteuil, qui est une tribune qui était au départ une tribune populaire avant 1991 et l'arrivée de Canal+ en tant qu'actionnaire du Paris Saint-Germain, et qui s'est transformée avec des subventions de la part de Canal+, qui était à l'époque le propriétaire du club, en tribune active. C'est-à-dire, il y avait déjà à l'époque un problème avec la tribune Boulogne,
qui était la tribune violente, dite violente. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de problèmes dans les années 80. Il y a eu des problèmes vraiment graves. Il y a eu le mouvement skinhead qui a pris une partie de la tribune, pas l'ensemble encore une fois de la tribune Boulogne, mais il y a eu des choses dans les années 80 qui étaient absolument lamentables. Mais le problème, je pense, a été résolu, pas par Canal, mais disons qu'il y a eu, avec les résultats, il y a eu un nouveau public, il y a eu moins de violence, même s'il y a toujours eu des violences dans tous les clubs, mais il y a eu moins de violence donc, dans cette tribune qui était la tribune Boulogne, qui est une tribune qui n'est pas normalement affiliée politiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique en France, on ne fait pas de politique dans les clubs, même s'il y a des tendances. C'est-à-dire, il y a des associations de supporters. Au Parc des Princes, par exemple, il y a 8 associations qui sont à d'idéologie, disons, plus multiculturelles, avec des gens qui viennent plus de banlieue, qui sont plus proches de gauche, on peut gauche, le dire. voilà, et largement. des gens qui sont apolitiques, des groupes qui sont apolitiques, et puis des gens qui sont de droite, voire très à droite. Enfin, c'est absolument, c'est très divers. La sociologie du stade revêt aussi Voilà. un côté politique. Il y a la tribune Paris qui est la tribune familiale, c'est-à-dire on vient avec ses enfants là-bas. Il n'y a pas forcément d'ambiance, il n'y a pas de chant. Voilà, on chante pour reprendre un peu ce que reprennent les virages, le virage Auteuil et le virage Boulogne, qu'on appelait le COP de Boulogne. Alors, le COP de Boulogne, c'est COP of Boulogne, c'est-à-dire une tradition très anglo-saxonne. C'est-à-dire la façon avec des chants, beaucoup de chants, beaucoup de portées d'écharpe. Alors peut-être que je rentre dans des détails très techniques, mais c'est une tradition de football qui est différente de la tradition d'Auteuil. La tradition d'en face, qui est une tradition beaucoup plus latine, beaucoup plus italienne, avec les tifos. Vous savez, les tifos, c'est ces grandes animations quand on rentre à l'entrée du stade. Donc, tout ça pour dire que dans ce club, et dans les problèmes qu'il y a eu dans ce club, parce qu'il y a eu quand même des problèmes, à mon avis, une des explications, c'est que ce club est incroyablement diversifié. C'est-à-dire, il y a une population, c'est vraiment... Et moi, c'est ce qui fait que j'aime ce club, c'est que c'est un club qui est absolument multiculturel et qui est totalement... Et je le dis bien totalement à l'image de la société. Il y a l'Île-de-France surtout. Ouais. Toute l'Île-de-France. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui sont friqués dans les loges, dans les présidentielles. Il y a des familles, il y a des classes populaires, il y a des classes, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens, des avocats, des patrons. Vous vous rendez compte, moi j'étais à Auteuil, le mec qui était à côté de moi, c'était un avocat qui réussissait très bien. Eh bien non, il venait supporter avec nous. Il y a un rassemblement populaire que je trouve moi formidable et qui m'a fait aimer vraiment le fait d'être parmi ces supporters qu'on appelle ultra, moi que j'appelle juste supporters actifs, c'est-à-dire qui mettent l'ambiance, qui sont là pas uniquement en tant que spectateurs mais supporters. Oui, parce que le terme ultra a été dévié il a été utilisé, c'est comme quand on parle de ligands par exemple. Oui, et puis sur un autre terrain, les gens qui pratiquent l'islam sont forcément des terroristes, etc. Voilà, c'est les amalgames de mots. On a utilisé, parce qu'on n'avait pas d'autres mots, on a utilisé le mot ultra pour spécifier. C'est pas parce qu'on n'avait pas d'autres mots, c'est que oui, moi je pense aussi comme Maxime que les termes ont été utilisés à un certain moment. Justement, c'est un petit peu des outils politiques. Si pour regrouper, dans les médias ça sert beaucoup, les ultras, les casseurs, PSG, on assimile tout de suite aux casseurs, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est le côté politique du foot. Ce côté politique, donc on reviendra tout à l'heure sur la citation qu'on a entendue, genre comme quoi les casseurs seraient des descendants d'esclaves, on en revient juste après, mais voilà, la relation du foot aux politiques. Vous y voyez un lien, oui ou non, Maxime? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, parce que là en plus il y a plein de choses qui ont été évoquées. Alors je pourrais pas du tout Rémi, rebondir si sur. Si tu veux dire un truc, non, je sais pas comme tu veux. Je pourrais pas rebondir sur tout ce qu'a dit Walid. Là, bon, il c'est beaucoup de choses sur l'historique et tout du club. Par contre, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'utilisation médiatique qu'on en fait, l'instrumentalisation politique. Et là, on a tapé dans certains sujets, l'utilisation des termes. Voilà. Quels que soient les sujets, on a parlé la semaine dernière il y a 2 semaines, des homophobes, antisémites, complotistes, enfin des termes comme ça qui sont lâchés, qui sont des mots un peu valises, complètement vidés de leur sens, mais qui ont ce mérite de créer des catégories très simples pour le téléphage lambda qui regarde son JT, il y a un méchant gentil. On est dans une société de la division. Et c'est ça justement pour moi qui. Et là, je serais intéressé à savoir comment ça s'est passé vraiment sur place, parce que Walid y était. Je vous le dirai. Moi j'y étais pas, mais en fait j'ai un a priori. Tu me diras si ça se justifie ou pas. Moi, je remarque que ça fait déjà très longtemps qu'on cherche à effectivement diviser les Français les uns contre les autres, mais sur des critères raciaux, ethniques.
parce qu'en fait, la division réelle qu'il y a entre les Français, c'est plutôt des critères d'ordre économique, des revenus. C'est plutôt ça, et en fait, c'est des critères plutôt marxistes. Et les médias, enfin les politiques et donc les médias, cette classe, la médiatico-politique, cherche à nous diviser sur des critères plutôt ethniques, raciaux, voire même confessionnels. Et là, je trouve que c'est une occasion rêvée. Et Walid m'a mis un peu sur la voie comme ça quand il a dit, et je l'ignorais, c'est qu'au départ, le PSG était plutôt associé à des fachos, genre un peu skinhead. Non, ça c'est l'image médiatique. Oui, bien sûr. Voilà, qu'on a voulu en donner. Et maintenant, ça change. Ça me fait. Voilà, ça me et fait bah beaucoup justement, rire. ça me fait penser à SOS Racisme. J'ai pensé tout de suite à SOS Mais Racisme. c'est tout à fait ça. Parce que les Alors, mêmes. tu vas nous parler de Julien Drey, on écoute. Parce que voilà, bon là on va faire une analyse un peu sur Alien. Rapidement, mais voilà. Mais qu'en gros, il nous reste 5 minutes. sur SOS Racisme, c'est-à-dire qu'on avait une équipe. Voilà, on peut parler de Julien Drey, de Bernard Lévy, de Finkielkraut, de comment il s'appelle celui qui a été du parti socialiste maintenant Harlem Désir. Oui, voilà, Désir, j'allais dire Sopo, mais enfin c'est le même genre aussi. C'est des gens qui, il y a 20 ans, nous expliquaient que la chance pour la France était l'immigré. On faisait valoir beaucoup, justement, le droit à la différence. Ils essayaient de prendre sous leur coupe la tutelle du Parti Socialiste, les jeunes, justement, issus de l'immigration, leur faisant comprendre qu'il fallait se méfier du français de souche, qui était, justement, facho, colonialiste. Voilà, enfin, en fait, on a beaucoup culpabilisé, justement, le français de souche comme ça. Et ces mêmes personnes qui, hier, justement, étaient du côté de la jeunesse issue de l'immigration se retournent complètement en disant maintenant, en se tournant vers les Français de souche, en disant méfiez-vous de ces jeunes issus de l'immigration qui aujourd'hui sont la racaille, qui se réislamisent. Et en fait, on est passé d'un camp à l'autre. Et là, on est vraiment dans la relation triangulaire. Ce qui est incroyable dans ce que tu me dis, c'est que je citais le plan Leproux. Qui fête maintenant ses 3 ans. Donc le plan Leproux, rapidement, je vais caricaturer. Ouais, c'est très caricature compliqué. rapidement, il nous reste 20 minutes. Donc, voilà. C'est 13 000 supporters, 13 000 ultras, 13 000 spectateurs, non pas spectateurs, mais justement supporters, qui mettent une ambiance dans le stade, qui ont été virés du jour au lendemain. Alors on les a pas virés comme ça, mais on leur a dit, voilà, maintenant vous allez plus pouvoir vous organiser pour pouvoir faire vos animations, pour pouvoir vivre ce moment-là. Voilà, moi j'étais à côté d'un avocat, j'ai mes habitudes avec cet avocat-là. On est dans des univers totalement différents, mais on chante les mêmes chants, on a les mêmes animations, on est dans la même association. Moi j'ai pas envie d'être demain à côté d'un autre mec parce que j'ai mes habitudes avec cette personne-là. Voilà, j'ai fait sa rencontre au Parc des Princes. Et bien voilà, le club nous a dit, bon, puisqu'il y a des violences, maintenant on va vous casser, on vous met dehors. Suite à ça, il y a eu énormément d'interdictions de stade, plus ou moins justifiées ou non. Plus justifiées, enfin à mon avis, beaucoup n'ont pas du tout été justifiées. Il y a eu énormément d'abus, on a cité. Et puis voilà, il y a eu plein de jets médiatiques. On a essayé de jeter la banderole anti-ch'ti, vous vous souvenez, chômeurs, consanguins, pédophiles, etc. Bienvenue chez les ch'tis. À savoir qu'on a pointé du doigt cette banderole-là au Paris Saint-Germain en disant voilà, c'est scandaleux. Alors que par ailleurs, les banderoles contre les adversaires ou contre la population adverse, c'est quelque chose qui est, mais je ne vais pas dire quotidien, mais classique. Toutes les semaines, il y en a. Toutes les semaines, il y a des... Moi, alors, certains sont plus ou moins drôles. Celle-là... Oui. Mais voilà, dans les chants, ça se retrouve aussi, Walid. Tout à fait, voilà. Dans les chants, pourquoi, moi je pose la question, pourquoi on a pointé cette banderole-là? Pourquoi on pointe ces événements-là, ces débordements-là à Paris? Cette banderole-là une affaire Paris, d'État limite. Voilà, alors que comme le disait très bien notre ami, à Montpellier l'an dernier, Montpellier champion de France, débordement aussi, il y a des débordements. Combien on a eu de lignes dans les grands médias? Alors je ne parle pas des médias locaux qui relayent ça évidemment, mais dans Le Monde, dans Libération, moi je faisais quelques recherches sur Internet. Est-ce qu'on a parlé des débordements à Montpellier? Rien du tout. Il y a 3 ans, les débordements à Marseille, pas une ligne. Est-ce qu'ils étaient aussi violents? Alors, est-ce qu'ils étaient aussi violents? Il y a eu des blessés, il y a eu de la casse. Évidemment, ça n'a pas l'ampleur de Paris, et c'est ce que pointe. C'est pas la même ville non plus. Voilà, et tout à fait. C'est pas. Vous comparez une agglomération, une mégalopole de 9,5 millions d'habitants avec Marseille, c'est 1,5 million par exemple. Donc évidemment qu'il y a beaucoup plus de casses et de casseurs. On reviendra en particulier. Puis l'heure de remise du trophée aussi. Je veux dire, c'était en pleine fin de journée où tout le monde bouge, etc. Les commerçants sont pas tous fermés.
fermé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans certaines villes, c'est ça purement dépend de l'heure, hein. organisationnel. Oui, Mais, oui. moi, Mais quand on le fait le dimanche, que je sais j'aimais pas moi, le beaucoup dans la dimanche midi, c'est pas, les magasins sont fermés, les vitrines sont fermées, il y a moins de casse qui se voit. Les commerçants sont pas là pour être interviewés le jour même avec les journalistes qui étaient sur place. On va terminer avec vas-y, le plus intéressant, c'est parce que c'est question organisationnelle. On nous gave, hein, j'ai l'impression un peu là-dessus. Alors que c'est pas le problème, on peut dire oui, ça a été mal fait, oui, l'organisation elle était mauvaise, la part de la préfecture, je vais balayer ça rapidement, parce que pour moi c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce dont on parle là, c'est pourquoi on parle de ça maintenant, en ce moment-là, dans ces termes-là. C'est ça la vraie clé de ce débat-là. Pourquoi on parle de cet événement-là, de cette casse, ce lundi-là. Et tu le citais, tu disais voilà, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, à ce qu'a fait SOS Racisme. Il faut le savoir que quand il y a eu le plan Le Pro en 2007, il y a 3 ans, c'est-à-dire c'était en 2009, le club a fait appel à des associations pour pacifier, pour enlever cette image sulfureuse qui était à l'époque, voilà, Paris c'est des fascistes. Et le club a fait appel à quelle association? À la LICRA, à SOS Racisme, c'est-à-dire exactement les associations qui font l'inverse de ce qu'elles prétendent faire. En appliquant vraiment des choses qui ont été absolument terribles sur le plan de l'ambiance, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde le Parc des Princes, on parlait quand même d'une ambiance, de quelque chose de fort qui a été reconnu. Au-delà, je parle des violences, parce qu'évidemment, nous, quand on pense Parc des Princes, on pense violence quand on écoute les médias, mais c'était quand même quelque chose qui a été reconnu sur le plan continental comme un public qui chante, qui soutient son équipe. Mais est-ce qu'on peut laisser un public qui chante, qui soutient son équipe, mais qui est violent? Non, évidemment qu'on peut même pas verbalement, ils sont violents. Tous les chants parisiens sur Marseille qui défilent. Il y a une différence. Moi, je fais quand même une énorme différence entre les paroles et puis. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire que la violence en elle-même, même si elle est symbolique, parce que c'est on est dans la parole, elle est quand même là. Après, ça se traduit ou non sur des actes physiques, mais la violence, en somme, dans les stades est là. Et justement, pour revenir à ce changement de paradigme qu'on a eu, que Maxime a développé, justement, sur les fascistes, après on change de paradigme, tiens, on va mettre du SOS Racisme, de la LICRA, etc. Mais c'est très impressionnant ce basculement. On est passé en 5 ans. C'est les catégories, je pense, du système qui, justement, nous montrent les uns contre les autres. C'est-à-dire, d'un côté, t'as les fascistes, et puis de l'autre côté, t'as les islamistes, quoi. En gros, c'est un peu. Là, c'est même pas islamiste, c'est pas le terme islamiste, c'est vraiment le terme racaille. En gros, je veux dire, l'idée qui a été diffusée, c'est les gens qui ont cassé sont des gens qui viennent de banlieue, qui viennent de la cité, qui sont noirs, arabes. Mais on les a beaucoup associés à l'islam, notamment avec les affaires Mera, ce genre de choses, où on associe en fait le jeune de banlieue à l'islam d'Al-Qaïda. Ce qui est évidemment un amalgame, on en est bien d'accord. Mais c'est une manipulation médiatique et qui, à mon avis, justement, est là pour monter les petits Français de base les uns contre les autres sur des critères raciaux. Pour que le jour c'est un outil où politique, la crise, c'est ça, tout à fait. le jour où la crise économique se déploiera à son maximum de puissance, que la France ressemblera un peu à ce que devient Chypre aujourd'hui par exemple, que en fait les lignes de force sont déjà créées pour que ce soit le peuple qui souffre, qui en fait se retourne les uns contre les autres alors qu'ils ont intérêt en fait à créer une solidarité de classe. Et donc on aura les Français de souche contre les jeunes de l'immigration, machin. Et puis finalement ceux qui sont responsables de tout ça s'en sortiront sans problème. C'est ça, on cherche à préparer ce terrain-là à mon avis. C'est une manip. Voilà, donc pour moi il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Les ultras, les islamistes, tout ça c'est des termes à la con qu'il faut à un moment donné décrypter et démystifier. Pour être conscient aussi des vrais problèmes de la société, plutôt que mais on va rebondir justement, la transition est parfaite sur ce coup-là. On a eu justement, je sais pas si vous avez tout entendu ce truc-là, un tweet d'un député MP qui dit, je cite, les casseurs sont sûrement des descendants d'esclaves, ils ont des excuses, Taubira va leur donner une compensation. Donc là on est encore évidemment sur l'idée de la politique, donc un événement sportif, footballistique est repris sur le plan politique, donc évidemment les diatribes contre ce député UMP sont reprises, demande la démission. C'est Jean-Sébastien Vialette, voilà. On est vraiment dans cette logique d'utilisation politique, et il dit, si j'ai bien dit ça, c'est parce que Taubira a mis cette idée d'indemnisation pour les descendants d'esclaves, donc voilà. Indemniser les descendants. Les descendants, donc on est sur l'idée d'atout politique, et lui remet en cause justement
cette repentance qu'on aurait vis-à-vis de l'histoire coloniale. Alors moi, évidemment, la repentance coloniale, moi je suis un lecteur de Bernard Lugan ou de Daniel Lefebvre, qui évidemment, quand on regarde les chiffres, etc., le pillage colonial, il va falloir peut-être arrêter un jour de se braquer là-dessus, puisqu'au final, comme le dit Jacques Marseille, l'économie n'a jamais été aussi bonne que depuis que les colonies ont été lâchées. Mais vous voyez, cette utilisation que Maxime disait justement, qu'on pointe justement cette idée, voilà, des Noirs de banlieue, ou des Arabes, justement, comme Zemmour disait, parce que la plupart des délinquants sont noirs et arabes. Voilà, là encore, on met de l'huile la sur politique, le feu. On met de l'huile sur le feu et on dit, vous avez vu, ces gens-là, ce sont des Noirs et des Arabes, des descendants d'esclaves. Ouais. Le terme est quand même assez puissant. Et au final, on bafoue mais les règles. Déjà, j'aimerais dire, c'est quand même... je vais pas dire qu'il y a une amélioration, mais il y a déjà une différence, je sais pas, de tonalité entre le jour même et le lendemain et le surlendemain. Au début, si vous voulez, et c'est encore brouillon, j'ai l'impression, dans l'esprit des Français. Et c'est pour ça que j'écoute très attentivement ce que vous me dites, parce que, j'ai pas la prétention d'être éclairé, mais je pense connaître un peu le sujet, et ce que vous pouvez écouter à travers les médias. Au début, on parlait d'ultra, c'est-à-dire les gens qui ont cassé, qui ont fait ça, sont des ultras, sont des supporters. Très rapidement, il y a eu une enquête, il y a eu des arrestations. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a eu 41 arrestations pour casse ou violence. On s'est rendu compte qu'il y avait 4 abonnés au Parc des Princes. Alors évidemment, vous me direz, oui, ceux qui ont été virés, ils font pas partie des 4. Mais parmi les 41 casseurs, on en a rencontré, je crois, qu'une vingtaine, alors je n'ai plus le nom précis, qui se disent supporters du Paris Saint-Germain. Et quand on poursuit les investigations, on se rend compte que finalement, très très peu suivent le Paris Saint-Germain, et l'immense majorité était venue pour casser. Ouais. Ils étaient venus pour casser. Dans les médias là-dessus, et c'est le sentiment que j'ai voilà, tout à fait. Justement, ton ressenti, justement, parce qu'on a l'image médiatique, mais alors mon ressenti, c'est très simple. Moi, j'étais sur place à partir de 18h. Il y avait vraiment une chouette ambiance. J'ai remarqué effectivement qu'il y avait quelques ultras, pas énormément, mais j'ai reconnu quelques têtes de gens qui ont été virés. Alors, il y a eu cette banderole qui est, à mon avis, extrêmement malheureuse et qui va faire énormément de mal aux associations qui ont été dissoutes et aux gens qui ont été virés du Parc des Princes, puisque voilà, c'est un peu une reconnaissance. C'est comme dire voilà, c'est nous qui faisons actuellement le bordel. Alors que mon sentiment, c'est que il y avait quoi sur cette banderole ? Il y avait liberté pour les ultras. C'est celle qu'ils ont hissée sur l'échafaudage. Alors que, à mon avis, c'est un acte isolé, très maladroit et qui va provoquer énormément de tort. Pour être resté un peu à partir du moment où ça avait dégénéré. Parce que ça a dégénéré ensuite, ça n'aurait pas dégénéré, ça porterait pas de tort. Ce sont des gens qui revendiquent de vouloir retourner dans le club, c'est tout. Oui, mais pour moi, c'est vraiment pas eux qui sont à l'origine de la casse. C'est ce que je veux te dire. C'est absolument. Voilà, c'est un peu une récupération, et c'est, je pense, très facile de pointer et de dire voilà, sont les ultras. A posteriori. Les gens qui ont cassé, je vais le dire très très simplement, les gens qui ont cassé ce soir-là, ce sont les gens qu'on retrouve qui cassent à la fête de la musique, pour la fête nationale, pour les manifs étudiantes, pour les manifs ceci. Au moindre motif, ces gens-là vont casser et trouveront la moindre excuse. Et ils le disent très bien, à visage couvert, ils le disent, voilà, nous on s'en fout complètement du Paris Saint-Germain. Ce sont des délinquants quelque part. Alors je me permets d'employer le mot. Évidemment, dans la mesure où il y a trouble à l'ordre public, qui ont tous entre 15, 19, 20 ans, pas plus, entre 15 et 20 ans. Il y a je pense une majorité vraiment de mineurs. Moi j'ai le sentiment, on a vu quelques photos, et c'est ça qui est un peu... qui trahit un peu ces gens-là, et qu'on voit que ces gens-là sont totalement stupides. Ils ont le visage totalement découvert. Il y a des photos qui ont circulé à gauche, à droite. Quelqu'un qui tweetait, voilà, si les renseignements généraux veulent se régaler, ils peuvent là, ils ont les photos, ils peuvent très bien identifier les personnes. Aujourd'hui, les supporters qu'on appelle ultra ne portent pas de maillot du Paris Saint-Germain. Ils boycottent les produits du Paris Saint-Germain depuis qu'il y a l'installation de ce plan. Donc voilà, on a dit, regardez, ils portent des maillots du Paris Saint-Germain, mais ces gens-là ne portent plus, ils boycottent les produits du club suite à la politique. Et même une grande partie des supporters, des gens qui sont dans des associations, ne mettent même pas de maillot de club. Parce que voilà, il y a toute une culture qui peut vous sembler très éloignée, mais je vous assure qu'il y a vraiment une culture du supporterisme. Il y a différentes traditions anglo-saxonnes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour plein d'éléments,
plein d'éléments me montrent à moi que les gens qui ont cassé, ce ne sont pas des supporters, ce ne sont pas des ultras, et malgré le fait qu'on a voulu les pointer à un moment donné, notamment sur les chaînes d'infos, j'ai pu revoir les enregistrements parce que évidemment j'étais sur place. J'ai pas pu suivre ça à la télé en direct, mais après j'ai eu mais les t'inquiète images. pas, t'avais une large session de rattrapage après. Exactement. J'ai pu revoir ce qui a été dit en direct, qui est le plus troublant. C'est je veux dire le produit naturel, ce que pensent vraiment les gens. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ces chaînes infos qui sont en continu. C'est-à-dire, les gens voient en direct des images, ils n'ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Ils ont ce qui se passe par leur tête. Et on avait quoi? On a les supporters ultra, ils viennent pour casser, ils viennent encore les mêmes, ceux qu'on a virés du stade, etc. Et ça trahit vraiment la pensée médiatique et ce que peuvent nous dire les gens. Et au-delà de qui ils sont, parce que bon, ça, tu nous apportes. Pourquoi ils le font? Ça, j'en sais rien. Non, c'est pas ça ma question. Non, c'est est-ce que, je dirais bon, alors on sait bien que ça n'a pas été un chaos, mais est-ce que le chaos présenté par les médias était tel que. Non, il a été très amplifié pour avoir fait de nombreuses. C'est vrai qu'on était quand même. Après, je te laisse répondre. C'est vrai qu'on était quand même sur une manifestation qui stagnait. On n'était pas sur un défilé. Je veux dire, quand il y a des casseurs après un défilé, quand on a des casseurs sur un défilé, bon, les gens avancent, donc bon, les casseurs passent après. Là, il y a eu des débordements, les barrières qui ont commencé à être lancées. Là où il y avait la manifestation, d'après les images qu'on a, là, c'est pas les reporters qui l'ont dit, c'est les images. Et effectivement, donc ça fait que tout le monde a essayé de partir. Il y avait un petit peu, j'imagine, un flou quand même sur place. Et effectivement, des vitrines brisées. Ça, on ne sait pas combien il y en a. Enfin, moi, je le sais pas. J'ai pas lu l'article qui le disait. En tout cas, ça, c'est quelque chose que il est facile de nous dire. Regardez, ils ont tout cassé en nous montrant 2 ou 3 vitrines cassées. On le sait pas le nombre. Donc voilà. Non, il y a eu de la casse. Je signale juste les chiffres. Il y a eu une trentaine de blessés. Il n'y a pas eu de mort. Donc voilà, on a. C'est vrai que je regardais le JT si ça de reste TF1. Je ne regarde jamais la télé, par ailleurs, je dis ça, mais là, j'ai fait vraiment l'effort pour l'émission, etc., de regarder ce qui me semble encore une fois le plus intéressant, c'est le traitement politique et médiatique et toute la récupération qui en a été faite. Il y a eu TF1 à passer 16 minutes, j'ai compté, 16 minutes sur ce problème. Voilà, il y aurait eu des émeutes, la guerre civile, etc. 16 minutes sur ce sujet, 30 blessés. Parmi les blessés, il y a eu, je crois, il n'y a aucun blessé grave. Il y a eu des gens qui ont été sérieusement amochés parce qu'il faut le dire, il y a toujours des voyous qui viennent racketter des gens, les tabasser pour récupérer un portable. Encore qu'il n'y en a pas eu énormément. Mais la majorité des gens sont des gens qui ont fait des malaises suite aux lacrymos, suite donc balancés par les CRS, suite à ça peut être des pétards parce qu'il y a eu énormément de pétards, voilà, de choses comme ça. Donc voilà, des blessures qui ne sont pas non plus très importantes. On a passé 16 minutes sur ces événements-là. Et sur une affaire qui me semble, moi, d'une gravité tout autre, même pour le pays, qui est l'affaire Guéant et les révélations comme qu'on avait passé un tableau, il y a eu 20 secondes. Et à côté de ça, on est en récession. Voilà. Il y a eu 20 secondes, pas de reportage, c'est-à-dire une annonce, voilà, on a retrouvé, blablabla, l'affaire est à suivre. 20 secondes, ça, 16 minutes, plus l'intervention de monsieur le ministre de l'Intérieur, quand même, sur le plateau de TF1. Voilà, on est dans le 2 poids 2 mesures. On est dans quelque chose. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de commenter ça. Une fois qu'on a fait ce constat-là, je le dis, hein, moi je défends pas, je dis pas que ce qui s'est passé n'est pas grave. Ce qui s'est passé est grave, il y a eu de la casse, etc. On ne peut pas en parler autant non plus. Voilà, c'est le phénomène. Surtout qu'en plus, on ne sait même pas de qui on parle, c'est ça qui est dérangeant. C'est le phénomène appliqué au PSG ce lundi et ce début de semaine, mais ce phénomène est tout autant regrettable à chaque fois qu'il se produit, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des casseurs qui cassent en disant qu'effectivement les assurances vous rembourser plus tard, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, il va falloir, enfin bon, je suis pas politique, mais il va falloir quand même créer quelque chose pour que les gens puissent témoigner, puissent faire part des fois de leur mal-être, autrement qu'en cassant les vitrines et surtout en perturbant cette fête, en chahutant des personnes qui étaient présentes sur place, etc. C'est-à-dire que bon, effectivement, les vitrines cassées, les assurances vont certainement les prendre en charge, etc. Mais, et puis la haine des gens peut parfois se comprendre, mais effectivement, il ne faut pas aller jusqu'à brutaliser les gens qui sont là. S'il y a eu des casses de vitrines, il y a eu donc eu des chocs pour les gens. On a parlé des touristes et de l'image de la France. On a beaucoup parlé de l'image de la France. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on en parle tout d'un coup comme ça. Personne ne regarde ça. Personne. Voilà, c'est marrant parce que le Paris Saint-Germain, excuse-moi, le Paris Saint-Germain, quand on suit les médias sportifs, c'est un club qui n'intéresse, voilà, qui ne fait pas parler à l'étranger, qui est inintéressant. Tout le monde s'en fout. Bon, je rapporte ça. Et puis,
quand il y a des débordements, là par exemple, ça intéresse le monde entier. C'est quand même très étonnant. On a un double discours. Voilà, on a un double discours. Oui, mais d'habitude, ça ne nous intéresse pas ce que vous faites. Et là, ça y est, il y a eu de la casse. Le monde entier, voilà. C'est la compétition entre les pays. Quelle publicité mauvaise pour Paris. N'allez pas investir là-bas. Vous vous rendez compte, ces Apaches là qui ont attaqué, c'est dégueulasse. Et moi, je demande vraiment à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui sont aujourd'hui, de bien garder en tête tout l'abattage médiatique et tout ce qu'on a pu dire là-dessus. De garder ça en tête. Et je vous donne rendez-vous le 21 juin prochain pour la fête de la musique. Parce qu'il y aura de la casse, il y aura les mêmes choses le 21 juin, et de comparer et de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va nous présenter les mêmes choses? Est-ce qu'on va nous dire ce qui s'est passé, les mêmes choses? Combien de blessés il y a eu? Est-ce qu'on va passer 16 minutes en plus, ils célébreront la fin du bac. Écoute, voilà, déjà on verra ça. Puis bon, quitte à refaire une émission avec... Non, évidemment, ça on en parler en introduction, pas faire 16 minutes justement. Oui, voilà, mais ça ne va pas une émission. Voilà. Vous verrez qu'il n'y aura pas une ligne. On pourra en reparler. Bon, l'heure tourne, 20h06 maintenant à l'heure. Je vous propose de vous arrêter là. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, Maxime, et succinctement peut-être, non, ça ira. Non, bah Rémi là non plus. Ouais. Non, je sais pas. Non, j'aurais été un bon spectateur aujourd'hui. J'aurais pas beaucoup parlé, mais. Bah, moi, t'es dans l'ambiance. Non. D'accord, bon Nico, voilà, donc je vous propose... non, moi j'avais quelque chose à rajouter. T'as beaucoup parlé Nicolas, attention. Mais, non, mais parce que Jean-Sébastien Vialat et sa phrase quand même, parce qu'on en a... Walid en a dit 2 mots, je sais pas si mes camarades là-bas... Rapidement, parce que leur tourne quand même. Non, mais c'est vrai que, franchement, ce qu'il dit, c'est hors contexte, ça n'a rien à voir, c'est une phrase polémique, je sais pas qui l'a écrit, si c'est lui ou un de ses conseillers, au moment où il écrit, je sais pas ce qui lui passe par la tête, et ce qu'il pense qu'il va faire le buzz, on est quand même sur Twitter. Il faut quand même nuancer ce qu'il dit, c'est-à-dire que là, il se sert d'un événement pour en fait critiquer un projet justement, quel projet Taubira. Non mais attention à la vulgate médiatique. Oui, non mais attention à la vulgate médiatique. C'est-à-dire que le mec, il est quand même député, je rappelle, hein, c'est pas Maxime qui est très sûr de ce qu'il dit, etc. C'est quand même un mec qui est dans le jeu des médias. Il est dans le jeu des médias, il sait pertinemment ce qu'il est en train de faire. Quand il tape ça, il n'est pas en train de critiquer ouvertement la politique de Taubira. Non mais je pense que c'est un dérapage. Il l'efface. Oui, puis il a dit que c'est un dérapage. Voilà, non mais c'est clair, c'est un dérapage. Le mec écrit quand même, les casseurs sont sûrement des descendants d'esclaves, ils ont des excuses, Taubira va leur donner une compensation. Oui, il voulait faire de l'esprit. Et la deuxième partie fait ça. Mais il sait très bien qu'en écrivant ça, il va forcément... Bien créer le buzz pour prendre la médiatique. Mais la question qui est soulevée ici, c'est la question de la repentance. La question là, ce mec-là est un contradicteur de la repentance. Il nous dit voilà, arrêtons la repentance coloniale, la France complètement qui a pillé les richesses, c'est un autre etc. Sujet. Mais c'est pourtant lié. Non mais c'est pourtant très lié. C'est-à-dire qu'on se sert d'un événement. Voilà, actuel ça on fait de la récupération. On est d'accord que c'est de l'humour noir. Pour mettre en avant une idée qui est reprise, qui est malheureuse en histoire, c'est l'histoire est devenue un atout aussi politique maintenant. C'est-à-dire qu'on est là à faire des lois, etc. L'histoire n'est pas replacée dans une chronologie. Alors du coup, bon, sur la question de la repentance, moi, je vais le suivre parce que bon, c'est vrai que la question de la repentance, je suis complètement con, j'en ai assez qu'on nous dise ça. Mais bon, c'est vrai que là, c'était un dérapage total. Et puis assimiler, voilà, ces gens forcément à des casseurs, des fils d'esclavagistes, c'est-à-dire que c'est connoté totalement. C'est-à-dire les Noirs, les Noirs et les Arabes, comme Zemmour nous avait déjà fait un petit portrait. Bon, il s'était fait, voilà. Pénalement, je crois qu'il avait été condamné, je sais plus, il avait dû payer quelque chose, mais voilà, c'est une récupération, voilà. Mais c'est dommage sur un événement comme ça d'en arriver par un parallèle à en arriver à la repentance coloniale. Bon, sur Zemmour, un petit aparté, moi j'ai toujours été contre qu'on condamne ce genre de propos-là. Moi je pense que c'est une connerie, mais s'il le dit. Moi aussi, il a le droit de c'est de la liberté d'expression. Voilà, c'est la liberté d'expression. Je suis d'accord aussi. Il a le droit moi, je pense que c'est une connerie en même temps. Bah oui, voilà, mais il a le droit de le penser. Il a le droit normalement, dans un pays de liberté d'expression, de pouvoir le dire. Bien sûr, mais moi je suis d'accord. Avec Maxime, on en a déjà parlé plein de fois. On est d'accord sur la liberté d'expression. On est d'accord là-dessus. Mais voilà, sociologiquement, c'est pas prouvé que ça soit forcément un énième débat. C'est ça, voilà. Là, pour parler un peu de politique purement politicienne, il y a eu alors c'est vrai, maintenant il y a Twitter, donc on a la réaction des politiques qui tombent immédiatement. Et là encore, je vous parlais du direct et de ce qu'en pensaient vraiment les journalistes et de l'information, j'allais dire pure, c'est-à-dire de la pensée qui arrive directement au cerveau, qui n'est pas passée par le chef de rédaction et par le politiquement correct et par les vérifications. Spontanéité. Tout à fait, voilà. Et ben Twitter, c'est un peu ça aussi, c'est exactement ce que pensent les gens. On a eu une réaction, par exemple, du député de Paris, Jean-Marie Le Guen, qui est socialiste, qui dit voilà, ceux qui ont fait ça, ce sont des ultras, on les a mis dehors, et Jean-Marie Le Guen, j'ai toujours dit que j'étais d'accord pour mettre dehors ces gens-là, et je pense qu'il faut le continuer.
pour 24 heures après et avoir les chiffres de la ministre des Sports, hein, parce que les chiffres que je vous ai cités, c'est les chiffres de la ministre des Sports. Ouais, ils sont en ligne. Voilà, avoir un démenti et se trouver comme un idiot. Autre exemple, Claude Goasguen, député maire, je crois, du 16e arrondissement, qui est affilié à l'UMP. L'arrondissement où se voilà, sont passés les événements. Mais pourquoi ça s'est passé? Voilà, pourquoi ça s'est passé? C'est lamentable ce qui s'est passé, c'est la faute du préfet de police. Il a autorisé la manifestation. Et Emmanuel Valls doit démissionner, etc. Mais ce que ce monsieur n'a pas dit là, c'est que lui, en tant que maire du 16e arrondissement, on lui a demandé son avis. Alors, même si effectivement, c'est pas lui qui prend la décision finale, c'est la préfecture de police. Mais on l'a sondé. Il était d'accord parce que c'est ça le pire, c'est qu'on lui a demandé un avis. Il savait que son avis n'était pas sûr d'être écouté. Quand vous savez que votre avis n'est pas sûr, vous pouvez vraiment dire ce que vous pensez. Voilà. Et lui dit oui. Ce monsieur n'a pas donné son opposition parce que s'il était opposé à cette manifestation-là, il l'aurait dit à la préfecture de police et on aurait trouvé une autre solution. On aurait fait ça hier. Ou pas, mais au moins il aurait pu dire qu'il avait. Mais ce monsieur, retourne sa veste de manière assez. Tout le monde s'enlève les mains. Oui. Tout le monde s'enlève. Opportuniste, quoi. Enfin, pour conclure, je pense vraiment quel est pour voir un peu la responsabilité dans cet acte-là. Pour moi, il y a. Pour moi, ni la mairie de Paris ni le Paris Saint-Germain ne sont responsables. Évidemment, il y a la responsabilité des casseurs, évidemment, mais aussi un problème organisationnel de sous-effectif qui est directement imputé à la préfecture de police. C'est elle qui met les moyens, c'est elle qui décide que ça soit fait là, c'est elle qui dit voilà, on va fermer telle rue, on va faire ça, la circulation ça se passait comme ça, et qui a fait que les événements sont passés du Trocadéro aux Champs-Élysées, parce qu'il y a eu des bandes qui sont allées après semer les zizanies vers 20h, 21h. Quand la fête a été dispersée au Trocadéro, il y a les champs, c'est à 10 minutes à pied, donc ils sont allés sur les champs. Et donc voilà, il y a eu un énorme problème, il y a un fiasco qui s'est passé à la préfecture de police. Il y a une chose simple à faire, c'est de changer de préfet de police. À un moment donné, quand il y a des responsables, les responsables font mal leur travail, on change de préfet de police. De toute façon, il sera peut-être inquiété par la suite. Oui, voilà. En général, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on laisse passer 4-5 semaines quand le déballage médiatique s'est passé, et puis on dit toi, tu vas être muté là-bas. On pourra justement observer ces observations prochainement. Eh bien, je pense qu'on a quand même assez fait le tour. Merci Walid pour les précisions footballistiques parce que c'était vraiment très éclairant en tout cas, je le pense. Merci à toute l'équipe. Je défie Score Plus de faire une émission de politique maintenant. On leur demandera. Walid, tu leur feras passer le message. C'est vrai qu'on ne pourrait pas aller aussi loin pour la partie politique et médiatique dans Score Plus, mais par exemple parler de la culture du supporter, on pourrait très bien. Ça pourrait être l'objet peut-être d'une émission entre politiquement correct et Score Plus, ça pourrait être intéressant. Oui, pourquoi pas. On vous met au défi et on vous met pas au défi, mais en tout cas on vous demande. Ce serait intéressant d'en faire une. C'est vraiment un sujet passionnant, la sociologie des gens qui vont en tribune, qui vont au football, et encore une fois, tu nous l'as démontré en tout cas. Parce que c'est global, il n'y a pas une population particulière qui va voir le football. Ou quand c'est le cas dans un club, dans le club qui est à 5 km, c'est pas la même chose du tout. Ça sera une autre tradition. C'est vrai que et ça, encore une fois, j'insiste, la sociologie du stade, c'est qu'on a ça. Moi, la sociologie que nous apportait était quand même assez éclairante. Et en tout cas, pour moi, elle était totalement nouvelle parce que je ne connaissais pas du tout. Donc j'espère que ça a pu éclairer nos auditeurs et nos auditrices qui ont écouté cette émission qui a duré à peu près 1h38. Voilà, j'ai les chiffres en main. Eh bien, on vous souhaite à tous, on espère que vous avez passé un agréable moment avec Politiquement Incorrect, et on espère que vous allez passer une très bonne fin de semaine. Demain, c'est le dernier jour de la semaine. On vous souhaite un bon week-end et on espère vous retrouver quand même jeudi prochain à 18h30 pour l'émission Politiquement Incorrect avec d'autres sujets. Oui, peut-être qu'il y en aura qui vont se dévouer parce qu'on est en séance d'examen. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine, et si vous avez des examens et vous passez le bac ou je sais pas, on vous souhaite une bonne réussite. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous, et écoutez Radio Rec.